Bonjour tout le monde, bienvenue à cette table ronde interactive. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Romain Almandet, je suis animateur et j'ai la chance de pouvoir animer cette table ronde et de pouvoir en apprendre aussi sur vos métiers. Alors, technologie en PUI, enjeux, innovation en logistique, en production et en stérilisation. Oui, parce que la technologie prend une place de plus en plus importante en pharmacie hospitalière. On ne parle pas forcément d'IA. Les innovations technologiques améliorent les pratiques. Plusieurs fois, on s'est interrogé en 2017 à Dijon. Quand on parlait d'innovation, on parlait plutôt de robots. En 2018, à Rennes, on parlait un peu d'IA. Et l'année dernière, à Montpellier, on parlait d'IA. Cette place des innovations technologiques, quel impact elles ont dans leur globalité? Est-ce qu'elles sont efficientes? Est-ce qu'elles sont pérennes? Nous allons présenter le contexte et écouter des retours d'expérience du terrain. Nous parlerons du futur tout en identifiant les points d'attention, la stratégie, la réglementation, l'éthique ou encore la responsabilité du pharmacien hospitalier. Alors vous, en 2025, une technologie innovante en PUI, qu'est-ce que ça vous évoque ? Pour moi, technologie innovante, c'est le futur, c'est la progression de notre métier, c'est ce vers quoi on va être amené à évoluer dans notre formation et dans notre pratique au quotidien. C'est les réflexions sur la robotisation, c'est les modes RFID, de la traçabilité automatisée. En tant que PUI, je dirais qu'il faut partir sur de la robotisation, de l'informatisation et puis du travail collectif. Tout ce qui peut aider pour moi le pharmacien dans son travail quotidien et autour de la sécurisation. Donc, je vais penser peut-être à les préparations de chimiothérapie, l'aide autour de la stérilisation. Tout ce qui va être robotisation pour mieux standardiser les préparations. Il y a des nouveaux roboaux qui peuvent préparer les seringues. On est toujours à la recherche d'innovation technologique pour produire plus avec moins d'impact TMS sur les préparateurs, avec moins d'impact RH sur des choses qui sont quelquefois difficiles à trouver. Alors moi, ça m'évoque l'avenir, quelque chose vers quoi on doit aller, de toute façon, pour faire plus de qualité, plus de sécurité patient. C'est un incontournable pour moi. Voilà, vous avez vu, on a la volonté de vous donner la parole, comme on vient de le voir à l'instant, mais aussi tout de suite, dans la salle, en régie, j'ai quelqu'un qui a un message pour vous. Philippe. Ici la voix. Effectivement, c'est récurrent. Mais effectivement, on vous donne la possibilité de participer par le système WooClap. Donc vous avez déjà dû vous connecter depuis votre arrivée dans la salle. Donc vous connaissez le système. Si vous ne vous êtes pas encore connecté, demandez à votre voisin. Il va vous aider. Mais tout de suite, on vous pose cette première question. Voilà, on a vu effectivement nos collègues qui se sont gentiment prêtés au micro-trottoir. Et vous, c'est la question aussi qu'on avait envie de vous poser. Avec ce nuage de mots, voilà, qu'est-ce que ça évoque pour vous hors intelligence artificielle, quand l'on parle de technologie innovante en PUI? C'est à vous. Voilà, on voit déjà donc des mots qui s'affichent. Vous pouvez continuer, on reviendra dessus ensuite. Je profite de ce temps où vous remplissez le nuage de mots pour inviter sur scène le docteur Nicolas Coste, président du SNPH PU. Nous allons parler technologie et innovation en pharmacie hospitalière. Mais finalement, de quoi parle-t-on? Bienvenue. Merci. De quoi on parle? On parle de choses qui sont présentes au quotidien dans la vie de tous les jours, puisqu'il suffit d'aller au supermarché pour s'apercevoir qu'il y a des choses qu'on pourrait facilement décliner à notre niveau. Si je pense notamment aux petites réglettes qui affichent des étiquettes de prix, c'est des choses qu'on pourrait voir chez nous. Si je pense à des lectures automatisées de certaines boîtes, ça peut être aussi quelque chose qui peut être décliné à notre niveau et c'est déjà décliné par ailleurs pour des raisons purement obligatoires sur la sérialisation par exemple. Donc on a un certain nombre d'éléments qui sont déjà présents dans nos structures. On a un accès à la technologie et à un certain nombre de moyens, alors qu'ils soient des automates, qu'ils soient des technologies qui associent de l'informatique
et ou de l'IA avec ça. Et on a des systèmes qui sont en plein développement et qui pourront apporter un certain nombre d'aides pour faire des choses plus rapidement, plus simplement, ou au contraire, avec des choses qu'on ne pouvait pas du tout faire jusqu'à présent, ou en tout cas de façon beaucoup plus compliquée. Donc, à la fois innovation, innovation, ça peut être quelque chose qui existait déjà, mais que l'on va améliorer en termes par exemple, sur les formes galéniques personnalisées. On avait déjà des formes galéniques, mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est le fait de pouvoir les personnaliser. Donc on verra, il y a un exemple qui va être donné. Et puis vous avez de l'invention, donc des choses qui n'existaient pas. Alors je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec le monde de la pharmacie, et pour vous montrer un peu la différence entre l'invention et l'innovation. Avant que Edison invente son ampoule électrique qui marche à l'électricité, ça n'existait pas du tout. L'innovation qui en a résulté, c'est d'abord avec des filaments de tungstène, puis des lampes au néon, des lampes LED et des lampes basse consommation, etc. Donc on est avec une amélioration de processus et quelque chose qui permet derrière d'être plus efficace, plus économe, plus pertinent dans ce qui va être fait. Donc on est dans ces choses qui vont permettre de prendre une place, soit sur des choses qui ne sont pas du tout possibles de faire, soit au contraire qui sont faisables plus rapidement, de façon plus efficace et de façon plus sûre. Voilà à peu près le périmètre de ces sujets. Autre, il ne faut pas penser qu'en termes de matériel, mais évidemment derrière ça va redistribuer les cartes de l'organisation et les outils informatiques éventuellement qui participent à cette aide doivent être absolument maîtrisés sur ces sujets-là. Merci beaucoup, merci. Le décor est posé. On va retourner cette fois à notre fameuse voix, Philippe Fagnoni. Oui, et donc, voilà, vous la repensez dans la salle, vous pensez en priorité à robotisation, automatisation, et puis on voit quand même apparaître derrière cette question de sécurisation, d'efficience, et puis aussi un tout petit peu gain de temps. Voilà ce qui ressort de vos retours. Merci Philippe, voilà, on vous l'a dit, c'est interactif, donc on va échanger ici avec nos invités, mais avec vous, de différentes manières. L'idée, c'est vraiment d'être à vos côtés, d'aller sur le quotidien, d'aller sur le terrain et d'aller voir des retours d'expérience. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer un grand reportage à ce sujet. Je précise que ce reportage n'est pas sponsorisé et que la parole est totalement libre. Les technologies innovantes en santé prennent une place de plus en plus importante dans notre exercice de pharmacie hospitalière. Robotisation, impression 3D, caméra intelligente, traçabilité et RFID. Sans même parler d'intelligence artificielle, ces innovations améliorent et sécurisent nos pratiques dans les domaines du circuit des produits de santé, de la production ou encore de la stérilisation. Quelles sont les conséquences pour notre exercice de pharmacien hospitalier ? Ces technologies sont-elles efficientes ? Comment anticiper ces bouleversements ? Pour accompagner leur travail quotidien, plusieurs équipes ont déjà déployé des technologies innovantes. Nous sommes allés à leur rencontre. Direction Paris, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui a choisi d'accompagner et sécuriser la reconstitution des plateaux opératoires à l'aide d'une station de contrôle. Une avancée qu'ils considèrent majeure. Il nous explique. Je suis Anne Morin-Cabane, je suis pharmacien praticien hospitalier à l'hôpital Pitié-Salpêtrière et je suis pilote de l'unité de stérilisation. Depuis plusieurs années, on constate que nous n'arrivons pas à réduire le nombre de non-conformités de recomposition qui sont vraiment liées à un facteur humain, à de l'erreur humaine, et on cherchait un nouvel angle d'attaque. Aujourd'hui, cet outil sert à faire du double contrôle. Donc, c'est-à-dire que les agents de stérilisation vont recomposer le plateau opératoire et à l'issue de la recomposition, il y aura
le double contrôle qui est réalisé par la machine. Je trouve que c'est un outil ultra performant pour la recomposition des ancillaires. Une petite pièce manquante dans l'ancillaire, il va tout de suite le repérer et il va vous le signaler. Enfin, voilà, c'est formidable. Sur la recomposition des plateaux opératoires, on a rencontré quelques limites. À partir du moment où un instrument était remplacé par un autre, alors que c'est le même type de porte-aiguille, même dimension, même taille, mais un autre fournisseur, la conformité n'est pas bonne. Et donc ça va nous bloquer la recomposition. Ça va donner un résultat non conforme, alors qu'en réalité, la boîte l'est. Concrètement, comment cette technologie accompagne le préparateur pour la reconstitution des plateaux opératoires? L'outil de l'Ancitrac, je vais l'utiliser pour double contrôler quand je fais moi-même des boîtes, ou alors je vais m'en servir pour m'aider à contrôler les boîtes de mes agents. Je fais du lean management dans le cadre de ma fonction de responsable de production et je dois contrôler 2 boîtes au hasard. Et si ces boîtes sont également paramétrées sur l'Ancitrac, je vais m'aider de l'outil pour pouvoir double contrôler la boîte. En fait, la difficulté qu'on a rencontrée, c'était de réussir à intégrer l'Ancitrac, à modifier notre organisation sur l'étape de recomposition pour l'utiliser à 100% de ses fonctionnalités sans perturber notre production. Le principal point que j'ai vu qui pourrait être amélioré, c'est une passerelle entre l'Ancitrac et l'Optime parce que du coup, les agents me font surtout remonter le fait qu'il y ait une perte de temps de faire et d'un coup sur Optime et après sur l'Ancitrac. On comprend que des interfaces avec les autres outils informatiques amélioreraient encore l'expérience utilisateur. Justement, comment la direction des systèmes d'information perçoit-elle l'arrivée de cette technologie innovante et quel rôle a-t-elle joué dans sa mise en place? La DSI de Sorbonne Université est dans tous ses projets à 3 points de vigilance quand elle mène l'analyse de ses projets. Ces 3 points de vigilance sont la sécurité de l'information. Le deuxième point, c'est avoir une infrastructure concrète, sécure, fiable. Et le troisième point, c'était avoir une solution où on a une autonomie dans le paramétrage, autonomie pour les utilisateurs. Et le projet Ancitrac remplissait les 3 conditions. Le paramétrage est long, mais une fois les photos et tous les instruments enregistrés dans le logiciel, c'est très rapide d'utilisation. Une technologie qui séduit avec 2 éléments clés pour assurer un déploiement réussi. Lesquels? Alors je dirais qu'il faut absolument prévoir une ressource humaine dédiée au paramétrage et vraiment à l'accompagnement au quotidien. C'est comme tout, à chaque fois qu'il y a un nouvel outil, quel que soit le service, pas forcément dans le mode hospitalier, il y a toujours des personnes qui vont être pour, des personnes qui vont être contre. Après, il faut petit à petit les amener à l'utiliser pour pouvoir renforcer leur pratique. La formation a été faite par une personne qui est venue de la société Ancitrac et ensuite, moi j'ai pris le relais avec les responsables de production. C'est l'interne qui m'a montré comment ça marchait. À côté de la machine en zone, on a des sortes de tutoriels qui est bien expliqué. De plus, la machine, elle est quand même très, je trouve, intuitive, assez simple, surtout l'application, le site internet, je veux dire. Donc, c'est pas très compliqué, je trouve, de le prendre en main. Les objectifs de cette phase test semblent atteints. Quelles sont les perspectives d'avenir pour les équipes de la Pitié-Salpêtrière? Aujourd'hui, on aimerait vraiment réussir à faire l'acquisition de ce dispositif en vue de l'utilisation, bien sûr, sur la recomposition des ancillaires, mais toujours en approfondissant son utilisation pour les plateaux opératoires pour lesquels on trouve quand même des résultats probants sur certains plateaux opératoires. Voici donc une première technologie innovante appliquée en pharmacie hospitalière mise en place à la Pitié-Salpêtrière. Une station de contrôle conçue pour accompagner les opérateurs qui recomposent les plateaux opératoires pour mieux identifier et tracer les instruments chirurgicaux. Un processus qui est rapide, sûr et fiable. À l'avenir, les pharmaciens souhaiteraient le voir totalement intégré à leur système d'information qualité en stérilisation. Notre enquête se poursuit à l'hôpital de Meaux, du Grand Hôpital de l'Est francilien, pour un second retour d'expérience. Ici, l'équipe pharmaceutique est en plein renouvellement des armoires sécurisées et plus globalement une refonte de la sécurisation de son circuit du médicament. Quelles technologies ont-ils retenues et pourquoi ? Je suis Julien Potier, je suis pharmacien hospitalier à l'hôpital de Meaux. Donc l'hôpital de Meaux, c'est un des 4 sites du Grand Hôpital de l'Est francilien. En fait, avec la construction d'un nouveau bâtiment pour l'hôpital, il a été réfléchi et décidé de mettre en place des armoires informatisées pour remplacer les armoires classiques et par la même occasion d'en profiter pour remplacer les armoires informatisées des autres sites. On a effectivement créé un groupe projet qui incluait des pharmaciens, des préparateurs, la DSI, la direction des soins et l'encadrement. Donc ça a été quand même très facilitant de travailler avec les préparateurs. On comprend qu'ici, au-delà de la technologie, c'est l'implication des équipes et le paramétrage qui transforment l'essai en réussite. Concrètement à Meaux,
Comment cela s'est-il passé? On a été visiter un autre site qui avait déjà ce style d'armoire. On a revu les dotations des services avec les cadres, les médecins et les infirmières. Le paramétrage, il y avait quand même beaucoup de travail à faire dessus. Donc on était beaucoup assisté par à la fois le fournisseur mais aussi le service informatique. C'était à la fois individualisé mais ils nous ont quand même aussi guidés sur des idées ou sur des fonctionnements qui existent déjà ailleurs. Donc l'avantage en fait de ces armoires, c'est qu'il y a une meilleure intégration dans notre architecture informatique, ce qui permet donc une interopérabilité meilleure et une absence de rupture de charge. Ici aussi, la formation est l'autre clé de la réussite. Explication. Pour la formation, elle s'est passée en 2 temps. Un premier temps où on a été formé, les référents ont été formés par BD Pixis. Les référents, c'était les cadres, les pharmaciens, les préparatrices référentes du projet. Ensuite, BD Pixis a formé les 2 premiers services pilotes et les référents. Donc nous-mêmes, on a formé les services qui ont suivi. L'appropriation de l'armoire était facile, un peu plus compliquée lors de la première armoire, mais après, avec le temps, c'était facile. Et pour les soignants, comment le déploiement de ces nouvelles armoires a-t-il été perçu? On est quand même en lien assez fort avec la pharmacie, en tout cas sur l'hématologie, néphrologie. Mais c'est vrai que pendant le temps de la mise en place, comme tout changement, mise en place d'un nouveau projet, il y a tout un accompagnement et on les a énormément appelés effectivement à ce moment-là. Le temps de bien avoir les procédures en tête ou une nouvelle problématique qui se mettait en place auquel on n'avait pas pensé, forcément on les appelait. Il y a effectivement une réactivité et un gros travail avec la pharmacie. Les avantages de ces armoires, c'est un gain de temps pour les équipes. La sécurité du circuit du médicament, indéniablement. Tout est tracé, donc on sait exactement qui a pris quel médicament, à quelle heure. L'inconvénient, c'est que ça demande énormément de rigueur aux infirmiers. C'est un petit peu compliqué cet accès de une personne à la fois. Les inconvénients pratico-pratiques, c'est peut-être le dernier tiroir de l'armoire Pixis qui est vraiment très bas. Au final, une sécurisation du circuit des produits de santé, version 2.0 avec un déploiement ambitieux. Combien d'armoires ont été déployées à ce jour? On est les premiers en France à avoir pu déployer autant de frigos Pixis. Donc on a réussi au final à mettre en place 15 armoires en un peu moins de 5 mois, notamment grâce à la direction des soins, à l'encadrement, donc chaque service, à l'informatique, mais aussi au sein de la pharmacie, grâce au travail des préparateurs. Aujourd'hui, ça représente 35 armoires sur le GEF, donc 15 sur le site de Meaux. Personnellement, je suis assez contente, c'est fluide, c'est intuitif, et puis bon, on les a mis en place, donc en fait... on est fiers, on est contents, quoi. Le conseil pour les équipes qui veulent se lancer, c'est d'y croire, de se faire confiance. Pour monter un projet d'une telle envergure, il faut dans un premier temps créer un groupe projet en n'oubliant aucun acteur qui va être concerné par ce projet. Il faut du coup qu'après chaque acteur soit vraiment impliqué. Donc c'est aussi un travail de l'encadrement de le faire pour ses équipes. Il faut beaucoup communiquer et surtout faire confiance à ses collaborateurs. Pour aller plus loin, on aimerait pouvoir à l'avenir déployer d'autres armoires dans d'autres services sur le site de Meaux. Mais actuellement, il y a aussi les autres sites du GEF pour lesquels il y a le remplacement des anciennes armoires informatisées qui est déjà prévu, donc que ce soit sur Marne-la-Vallée, sur Jouarre ou sur Coulommiers. Voici donc une seconde technologie innovante qui n'est pas si récente mais se renouvelle déjà et témoigne de la dynamique des évolutions. Le remplacement des armoires de dispensation automatisées incluant désormais les produits froids pour la sécurisation du circuit du médicament au sein de plusieurs établissements du Grand Hôpital de l'Est francilien en témoigne. Un projet qui, comme tous les projets de ce type, ne peut aboutir que par un engagement institutionnel fort de tous les acteurs hospitaliers au service du patient. Reste à évaluer l'efficience du dispositif. Nous quittons Paris et sa région. Direction Grenoble pour découvrir une 3e approche de technologie innovante en santé. Ici, pour remplacer un système de traçabilité devenu obsolète, et face aux nouvelles obligations réglementaires, l'équipe pharmaceutique a été obligée de repenser totalement son système de traçabilité des dispositifs médicaux implantables. Quel outil a été choisi pour relever ce défi? Je suis Delphine Schmitt, pharmacien hospitalier dans le domaine des dispositifs médicaux stériles. Aujourd'hui, on gère à peu près 1500 interventions chirurgicales par mois et ça représente aussi 1500 réceptions de dispositifs médicaux implantables par mois. On utilisait depuis de nombreuses années maintenant un outil de traçabilité informatisé dont la genèse avait été réalisée au CHU de Grenoble. Donc ici, on avait construit cet outil avec une de mes collègues et puis cet outil devenait obsolète. Donc il fallait de toute façon changer de logiciel de traçabilité des DMI. Nous avons eu en 2021 un arrêté relatif au système management qualité des dispositifs médicaux implantables. Ça a redonné un caractère d'urgence au projet. Quelle technologie a été retenue pour relever ce défi?
on a vu iTrace et ScanDM, le projet nous a emballés parce que on avait enfin une reconnaissance de la quasi-totalité des codes barres avec la possibilité de répondre enfin à l'arrêté et d'avoir une reconnaissance sur la totalité du circuit des codes barres. Pour chaque intervention, on peut avoir après une estimation assez fidèle des coûts. La direction a accepté de financer ce projet, même s'il était un petit peu plus cher que les autres solutions logicielles potentielles. Entre la décision et la mise en route, il y a eu entre 10 et 12 mois. En ce qui concerne l'intégration du logiciel dans nos activités, le logiciel est maintenant pleinement intégré à différentes étapes de notre circuit, si ce n'est à toutes. À nouveau, une collaboration étroite avec la DSI a facilité interfaçage et paramétrage. Ce sont des étapes longues et souvent fastidieuses, mais indispensables pour une réussite totale du projet. Il nous explique. Vraiment, le projet de cet outil-là a été mené par la pharmacie, puisque c'est la pharmacie, la partie métier, qui a apporté ce logiciel un petit peu dans la discussion. La vraie difficulté de ce projet, c'est que c'est un projet qui est profondément ancré dans le système d'information et qui doit s'interfacer avec tout ce qui existe déjà. Donc l'interfaçage, il est encore en cours. Nous avons une première version du logiciel que nous utilisons dans notre quotidien, mais il y a encore des modules et certains paramètres qui vont être amenés à évoluer et qu'on construit ensemble. Concernant l'appropriation de l'outil, c'était une attente assez importante vis-à-vis des personnels de bloc opératoire, surtout par le déploiement de la reconnaissance informatique et donc de la lecture des codes barres, parce que c'était quelque chose qui nous manquait dans notre ancien logiciel. Et les utilisateurs, infirmiers de bloc, préparateurs en pharmacie, sont-ils satisfaits? C'est très facile à suivre, ils nous dirigent directement sur ce qu'ils nous demandent, le nom, le prénom, le DM à scanner, on vérifie que ça a bien été scanné. En fait, c'est hyper simple, c'est hyper intuitif et très simple. Au quotidien, pour la traçabilité, c'est un outil qui est facile à utiliser. De notre côté aussi, au niveau des préparateurs en pharmacie, parce que c'est surtout eux qui utilisent l'outil au quotidien, ça a été très simple de mise en place. La problématique majeure est le changement. Comme tout nouvel outil, c'est qu'il faut changer nos organisations, changer nos pratiques, réussir à former les équipes. Elles sont pas toujours là, toutes présentes ou toutes sur les mêmes postes. Et comment les pharmaciens ont anticipé la formation d'équipes multiprofessionnelles importantes? Donc en coopération avec la direction service numérique, nous avons pu banaliser certaines plages horaires pour que les équipes soignantes, les cadres notamment, puissent venir découvrir l'outil, se l'approprier en amont de la mise en place. Le jour du déploiement, nous avions différentes personnes qui étaient mobilisées dans les différents blocs afin de pouvoir accompagner les équipes. Et au final, de nombreuses avancées, mais aussi des pistes d'amélioration déjà en projet? Par rapport à l'ancien logiciel, le fait d'avoir la scannette et de pouvoir scanner les dispositifs et ne pas les rentrer à la main, c'est un gain de temps. Ça nous fait beaucoup gagner de temps dans ce qui est de la réception surtout. Alors le logiciel, il nous bloque dans nos activités quotidiennes, sur le prêt temporaire surtout, parce qu'il n'est pas encore complètement terminé, et sur notre gestion des stocks. On ne peut pas faire certaines recherches par numéro de série ou autre, donc pour l'instant, ça nous bloque sur certains modules. Les avantages de cet outil pour le patient, c'est que comme l'outil est ergonomique, on a une meilleure proportion de traçabilité. Il faut aussi qu'on reçoive les développements complémentaires qui, eux, sont réalisés par le développeur, mais qui vont vraiment nous être utiles. Et comme ça nous permettra d'avoir une utilisation d'une version plus complète de l'outil, qui du coup sera d'autant plus intégrée dans notre mode de fonctionnement. Et en attendant cette version améliorée, l'équipe grenobloise nous livre même d'autres ingrédients de réussite. Le conseil que je donnerais pour les équipes qui souhaiteraient se lancer dans ce projet, c'est déjà de vraiment bien définir en amont le circuit. Et quel circuit est-ce qu'on veut avoir? Que ce soit le circuit physique des dispositifs médicaux, mais surtout à ne pas négliger toute la partie informatique et interface logicielle. À Grenoble, l'équipe pharmaceutique a transformé une obligation réglementaire en une véritable opportunité où l'établissement a accepté d'investir davantage pour une meilleure traçabilité des dispositifs médicaux implantables, mais aussi pour améliorer la connaissance sur le coût de production de ces interventions chirurgicales. Un projet porté par l'équipe pharmaceutique qui pourrait être étendu à d'autres produits de santé. Dernier retour d'expérience. Notre enquête nous ramène en région parisienne à Gustave-Roussy, où l'équipe pharmaceutique finalise la mise au point d'une imprimante 3D pour la production individualisée de formes pédiatriques de médicaments anticancéreux sous forme de petites gommes à mâcher. Nous les écoutons. Maxime Anneau, moi je suis pharmacien à Gustave-Roussy, je suis en charge de toute la partie préparatoire et contrôle et on s'occupe en fait d'essayer de répondre aux besoins non couverts par l'industrie pharmaceutique. Pour revenir sur la genèse du projet, donc ça fait bientôt plus de 15 ans que sur Gustave-Roussy on travaille sur les problématiques de formes pédiatriques anticancéreuses et aujourd'hui, 3 ans plus tard,
On collabore avec la NSM et le MA justement pour déposer les techniques ensemble, établir les normes ensemble, et fort de cette expérience, ça marche extrêmement bien aujourd'hui. Quelle imprimante 3D a été retenue à Gustave-Roussy pour la production de médicaments? Et surtout, comment cela fonctionne-t-il? Donc l'imprimante 3D que nous utilisons ici à l'Institut Gustave-Roussy, c'est donc une imprimante dite à SSE. Donc elle repose sur le principe d'une extrusion d'un gel semi-solide à travers du coup une buse et l'impression couche par couche de formes pharmaceutiques pour justement permettre une personnalisation en forme et en dosage pour les populations pédiatriques. On commence à le voir, vous allez avoir des formulations standards avec des paramètres prédéfinis dans les imprimantes. Vous aurez juste à imprimer. Ce sera nettement plus rapide. Ce sera juste du plug and play, vous mettez votre cartouche, vous imprimez. On peut combiner des médicaments pour les patients. On peut faire des formes à libération modifiées avec le fait de pouvoir donner au patient au bon moment par rapport à sa pathologie. C'est vraiment un intérêt. Ça ne va pas viser le 90% des gens, mais vous avez 10% des cas où ça va répondre au problème. On comprend que demain, ces imprimantes pourraient être plug and play. Mais pour l'instant, ces pionniers travaillent à leur mise au point. Justement, quels sont les paramètres clés à maîtriser? L'imprimante, quand elle nous a été livrée, elle a des paramètres par défaut. Donc nous, derrière, on doit ce travail d'optimisation des paramètres qui peut aller de la vitesse d'impression à la hauteur des couches, la forme, la force qui est appliquée, la température également, qui est très importante. Donc tous ces différents paramètres que l'on doit optimiser pour chacun des encres qu'on utilise, donc chacun des gels qu'on utilise. Donc les paramètres qui fonctionnent pour un type de gel ne vont pas forcément fonctionner pour un autre type de gel. Le plus dur, c'est vraiment de développer le gel, l'encre en tant que telle. Une fois que le gel est développé, l'optimisation des paramètres d'impression, ça prend certes du temps, mais on finit toujours par trouver les bons paramètres. Pour l'instant, on est encore en mode projet sur la plupart des médicaments sur lesquels on travaille. On a évoqué pour d'autres technologies l'importance de la formation. Mais sur une technologie en développement, comment faire? Ça a commencé par 2-3 personnes habilitées et formées qui, au final, ont commencé à former les nouveaux arrivants et ainsi de suite. C'est vraiment une chaîne. À savoir que, de toute façon, s'il y a le moindre souci, Faberix est joignable. J'ai été formée en 2 après-midi par les internes. Je n'ai pas encore identifié des limites parce que je ne suis pas encore allée beaucoup de fois dessus. J'ai pas peur que l'imprimante me remplace, tout simplement parce qu'elle a toujours besoin de moi quand même pour la charger, la décharger, l'envoyer son programme, la régler avant de lancer mes gélules. Nous, on va mettre en place une formation pour des jeunes pharmaciens dans les internes, ouvert au niveau national pour que les gens puissent venir se former sur site. Soit vous attendez que la techno évolue naturellement, vous attendez 4-5 ans, dans 5 ans ce sera prêt, vous n'aurez plus qu'à acheter et faire play. Soit vous venez vous former chez nous, ou à Nîmes, qui sont installés aussi pour pouvoir vous former. C'est vraiment en faisant, en voyant les limites, que vous aurez la meilleure vision. Une formation des équipes finalement pas si compliquée et des préparateurs moteurs. Mais au-delà des avantages, quelles pistes d'amélioration sont déjà identifiées? Le plus gros bémol et la chose sur laquelle on doit vraiment travailler, oui, c'est le nettoyage de l'imprimante à la fin de l'utilisation. Aujourd'hui, on ne met pas de données patients dans l'imprimante. Aujourd'hui, c'est du standalone. Il n'y a pas du tout de problème SI, puisque c'est-à-dire qu'on a nos informations de prescription. Aujourd'hui, ça nécessite une retranscription dans l'imprimante de la dose du patient. Aujourd'hui, il n'y a pas d'interface automatisée de communication et c'est pas encore dans les plans de développement d'aucun système imprimant. Le gros avantage, c'est vraiment pour la qualité de vie du patient et sa prise en charge. Nous, on est content du choix qu'on en a fait. Ça marche bien. Ça fait pas tout ce qu'on aurait espéré au début, mais parce que la techno n'est pas encore mûre à 100%. Il faut encore un petit peu de temps. On est un peu sur l'iPhone 1 ou l'iPhone 2, entre les deux maintenant, ça évolue. Il faut attendre qu'on soit à la version 3, qui était vraiment sympa, pour que ce soit vraiment autonome. Une technologie innovante en pharmacie hospitalière en plein développement. Elle est coûteuse, mais pourquoi pourrait-elle être l'avenir de la fabrication des médicaments? Ça coûte de l'argent. Ça, c'est vrai, faut pas se cacher. On a un gros souci en pharmacie, on est toujours là en train d'essayer de faire des économies. Alors que nos collègues chirurgiens, quand ils achètent un robot pour faire de la chirurgie, c'est pas plus rentable qu'un chirurgien, c'est juste plus propre à la fin, ça fait moins de cicatrices pour la patiente. On a créé un groupe, en fait, mondial, au début, qui était européen, qui s'appelle le Pharma 3D PI. Tout le monde sur le groupe, on présente nos trucs, on échange aussi avec les autorités pour vraiment voir comment on peut répondre et comment on peut sécuriser, donner l'accès le plus facilement possible. C'est que le commencement. Il y a quelques années, on se disait oui, c'est dans longtemps, et maintenant c'est aujourd'hui. Et ça fait que évoluer et je pense que ça finira pas d'évoluer. À Gustave-Roussy, une dernière expérience de déploiement d'une technologie innovante pour répondre aux besoins non couverts par l'industrie pharmaceutique pour des formes anticancéreuses pédiatriques, mais qui pourrait aussi trouver demain un intérêt chez l'adulte pour optimiser la prise en charge médicamenteuse, tant sur le confort que l'impact économique. À Gustave-Roussy, l'équipe pharmaceutique œuvre pour que le traitement des petits patients soit plus facile à accepter et le quotidien un peu plus léger. L'aventure ne fait que commencer. Cette imprimante 3D n'est pas seulement une machine innovante, c'est un pas de plus vers le futur du médicament. Les technologies numériques et innovantes en santé, sans promettre de révolutionner nos activités pharmaceutiques comme l'intelligence artificielle, transforment néanmoins profondément notre exercice.
Nous avons rencontré 4 équipes qui ont déployé des projets innovants. Et on retiendra que cela améliore systématiquement la qualité du service pharmaceutique rendu. À cet instant, à la différence des craintes exprimées parfois avec l'intelligence artificielle, ces technologies accompagnent nos missions sans ambitionner de remplacer les équipes pharmaceutiques. Pour autant, les défis restent similaires. Comment conduire au mieux ces projets de changement? Comment maîtriser l'interopérabilité? Comment rester maître de nos données de santé? Quels sont les risques d'une dépendance accrue à ces technologies en cas de défaillance? Dans tous les cas, le pharmacien hospitalier se doit d'être le garant de la sécurisation de ces technologies numériques en santé. Nous ouvrons le débat et traçons les perspectives d'avenir avec vous. Merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient sur ce reportage et qui se sont prêtées à ce jeu. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté qu'on vienne à votre rencontre. Nous allons pouvoir échanger par rapport à ce qui vient d'être dit avec vous et avec nos invités. Donc j'appelle sur scène nos invités pour en parler, à savoir le docteur Anne Morin-Cabane des hôpitaux universitaires Pitié-Salpêtrière APHP Paris. On va parler de la station Ancitrac. Le docteur Julien Potier du Grand Hôpital de l'Est francilien à Meaux, les armoires BD Pixis. Le docteur Cordélia Salomez-Hill du CHU Université Grenoble-Alpes, la technologie ITRAS Scan-DM. Et le professeur Bernard Do de Gustave Roussy, Université Paris-Saclay à Villejuif, l'imprimante pharmaceutique 3D Medimaker. Bienvenue à vous. On vous a préparé des canapés et des sièges. Vous avez de quoi boire aussi, n'hésitez pas. Alors je vous l'ai dit, on va échanger avec les personnes sur scène, mais avec vous aussi. Donc chacun va pouvoir nous présenter les projets qui ont été exposés. Vous allez pouvoir nous dire, aller plus loin si vous le voulez, nous dire en quoi cela reflète la réalité de votre terrain. Vous avez vu, le recours aux technologies innovantes est un peu dans tous les secteurs d'activité de la pharmacie hospitalière, la sécurisation des circuits de produits de santé, la production, préparation pharmaceutique, la stérilisation. Vous allez croiser vos expériences, croiser vos regards, vous allez présenter aussi ça. Et on va commencer avec la traçabilité de la stérilisation avec la station Ancitrac. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité pour cette table ronde. Donc en effet, on dispose d'un dispositif Ancitrac à la Pitié-Salpêtrière depuis septembre 2024. Alors pour l'histoire, on avait répondu à un appel à projet ARS qui proposait des financements pour des organisations innovantes qui incluaient des technologies, de nouvelles technologies. Et donc avec la société qui fournit l'Ancitrac, ATH Médical, on s'était proposé de répondre ensemble à cet appel à projet. On n'a pas été retenu, mais c'est pas grave puisqu'au final, la société nous a quand même prêté la machine pour essayer de la développer au vu de l'utilisation sur le double contrôle, comme c'était présenté dans le reportage, des plateaux opératoires de base. Alors, c'est une machine qui est déjà sur le marché depuis quelques années, qui fonctionne très bien sur la recomposition des ancillaires. Alors, vous savez, les ancillaires, c'est des plateaux opératoires qui sont très standardisés, avec toujours les mêmes instruments, les mêmes références, dans des paniers très standardisés également. Donc, ça fonctionne très bien. Comme vous avez pu le voir, l'équipe est vraiment satisfaite. Mais nous, notre objectif, c'était de l'utiliser sur les plateaux opératoires sur lesquels on avait des erreurs de recomposition. À la ST, il y a souvent des erreurs de recomposition, pas beaucoup, on forme, on essaye de faire plein d'actions de sensibilisation, on envoie les agents au bloc, mais malgré ça, année après année, on s'aperçoit qu'on a un seuil en fait d'erreur, on n'arrive pas à passer en dessous. Il nous fallait une autre piste et on s'est dit, si Ancitrac fonctionne très bien sur l'ancillaire, utilisons-le sur les plateaux opératoires de base. Et donc c'est le projet qu'on a mené depuis 1 an. Donc nous avons été formés par la société lors de l'installation. Lorsqu'on avait réalisé l'étude de faisabilité, lorsqu'on avait répondu à l'appel à projet, on avait identifié certains besoins. Alors il fallait absolument que la DSI nous accompagne pour permettre les flux informatiques pour que la machine puisse bien fonctionner. Donc elle fonctionne avec un cloud dans lequel sont envoyées toutes les données relatives aux instruments,
qui sont donc scannés sur la machine. Donc il y avait un version informatique très important. Ça a très bien fonctionné, ça a été mis en place assez facilement. Le deuxième besoin qu'on avait identifié lorsqu'on avait monté le projet, c'était d'avoir une ressource spécifiquement dédiée au paramétrage, à l'accompagnement des agents au quotidien, voilà, pour qu'au long cours, on puisse vraiment mener une étude et mesurer l'efficacité de la machine sur la recomposition des plateaux opératoires. Comme nous n'avons pas été retenus à l'appel à projet, eh ben, nous n'avons pas eu cette ressource humaine dédiée à cette activité. Donc on a fait quand même avec les moyens dont nous disposions. Donc toute la partie paramétrage a été réalisée par l'interne, l'externe et puis le formateur aussi qui nous avait accompagnés sur une période. Donc ça s'est plutôt bien passé. Le paramétrage a été très long. Alors je parle de toutes les infos qui me viennent. Je ne sais pas si vous voulez interagir. Allez-y, vous pouvez interagir aussi, mais allez-y. Je continue sur le paramétrage. Donc c'est très long. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas se dire c'est une machine, on vous l'installe et 3 semaines après vous l'utilisez. Pas du tout. Pour tout ce qui va être ancillaire, ça va aller assez vite parce que le cloud dispose de données labo. Donc souvent les plateaux ils existent déjà. Certains laboratoires ont accepté de fournir ces données. Et donc, on va chercher l'ancillaire dans le cloud, hop, on le paramètre, on contrôle qu'il soit quand même identique à celui qu'on a dans notre hôpital, et c'est paramétré. Lorsqu'il s'agit de plateaux opératoires de base, il va falloir paramétrer instrument par instrument. Et donc là, ça prend quand même un certain temps. Voilà, donc ça a été quand même un temps important. Nous avons paramétré une 60aine de compositions en 4 mois et aujourd'hui nous avons paramétré 130 plateaux. Voilà, c'était notre cible pour pouvoir après commencer à faire un peu de statistiques et évaluer la machine. Et là vous avez une station. Une station, tout à fait. Oui, nous avons une station. Voilà. D'accord. Donc la question se pose aussi peut-être du financement. Bah, tout à fait. Là, il faut qu'on arrive à justifier vraiment de l'apport de la machine. Alors, l'objectif de faire du double contrôle, c'est d'améliorer la qualité des plateaux opératoires que nous produisons. Comment on va mesurer cette qualité ? Ben, c'est simple. On peut imaginer que lorsqu'un plateau opératoire est non conforme, le chirurgien va ouvrir une deuxième boîte. Eh bien, si ce plateau avait été conforme, on se serait épargné une boîte en plus à restériliser la fois d'après. Donc on peut mesurer le nombre d'erreurs arrêtées aussi par la machine ou inversement le nombre de non-conformités aujourd'hui qui sont déclarées qu'on aurait pu éviter. Donc il faut qu'on arrive à mesurer vraiment pour pouvoir justifier de l'achat de cette machine. D'accord. Merci. Et si vous voulez interagir, si vous avez des questions à lui poser ou des suggestions, n'hésitez pas. Non, juste un commentaire, mais je pense qu'on va le voir sur la suite et les expériences qui ont été montrées, notamment là dans le petit reportage. On voit bien que c'est le démarrage qui est très chronophage et très consommateur de ressources parce que c'est pas la phase où on est en production pleine et où on étend vers d'autres services ou d'autres types de plateaux ou d'autres types d'activités qui est très chronophage puisqu'en fait il y a tous les réglages initiaux, il y a tout le paramétrage informatique, il y a toute l'acquisition des fonctionnalités des outils ou des logiciels qui est à s'approprier et ensuite derrière quelque chose qui va permettre d'utiliser à pleine puissance les outils que l'on a eu et en tester, puisqu'on ne connaît pas a priori, les qualités mais aussi les limites. Merci. Je vous propose qu'on continue avec la sécurisation du circuit du médicament et l'armoire BD Pyxis. Donc bonjour à tous et merci. Donc chez nous en fait c'était la mise en place d'armoires sécurisées informatisées. Donc jusque-là rien de forcément très innovant vu qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont déjà munis de ce type de pharmacie. L'enjeu en fait pour nous, ça a été qu'avec la construction du nouveau bâtiment dans notre hôpital, on a voulu déployer des armoires informatisées dans beaucoup de services, donc une quinzaine de services, sur la phase de déménagement du bâtiment. Donc en fait, le vrai enjeu qu'on a eu, c'était d'essayer de mettre 15 armoires en à peu près 4 mois. Donc ça a demandé beaucoup de travail, donc comme on le disait juste avant, sur la préparation, sur les interfaces, sur le paramétrage. Donc ça c'est vraiment le plus gros du travail en amont. Tout ce qui est le travail de remplissage des armoires, donc ça c'est au niveau logistique c'est le plus important.
réussir à trouver les moyens en personnel pour pouvoir le faire. Donc on a réussi à avoir des préparatrices détachées pour ça à temps plein pendant plusieurs mois. Ça a vraiment été le point clé qui nous a beaucoup aidé. Avoir de la place, parce que des armoires, c'est volumineux. 15 armoires qui venaient, même si elles sont venues en 3 phases, ça prend énormément de place. Donc on a la chance sur notre hôpital, c'est qu'en fait, à Meaux, la pharmacie est à distance de l'hôpital, mais on a quand même des locaux sur le site. Donc on a réussi à s'organiser, à avoir de la place, à jongler un peu à droite à gauche. Donc c'était une vraie gymnastique. Et après, c'était la course contre la montre pour pouvoir mettre en place dans tous les services. Parce que finalement, on apprenait à se servir de l'outil en même temps qu'on devait former les services. Donc on devait essayer d'aller un peu plus vite qu'eux pour apprendre. On devait s'adapter en permanence. Après chaque service, on apprenait de nouvelles choses. Donc c'était vraiment ça le plus important. Et au final, voilà, comme on le dit à chaque fois, c'est le travail en équipe avec la DSI, avec les cadres qui ont été très présentes, qui ont vraiment participé, les infirmières qu'il faut inclure. En fait, je pense qu'inclure tout le monde dès le début, c'est vraiment le plus important. Merci. Et au niveau du financement, comment ça se passe alors ? Alors, comme on avait un nouvel hôpital, enfin un nouveau bâtiment, pour Meaux, c'était inclus, enfin on a eu une enveloppe faite pour ça, sachant qu'on avait déjà des armoires informatisées sur un autre site, donc sur le site de Marne-la-Vallée. Pour le reste des financements, en fait, donc, on a réussi par la même occasion, en faisant une grosse commande finalement, parce qu'il faut aussi baisser les coûts, de pouvoir déployer sur le site de Marne-la-Vallée qu'il y en avait déjà, donc la direction était déjà quand même en grande partie convaincue de l'intérêt. Voilà. Et comment vous avez fait entre les nouvelles et les anciennes armoires ? Pour l'instant, il y a les deux qui sont ensemble, exactement, qui cohabitent sur le site de Marne-la-Vallée. À terme, normalement, on devrait tout remplacer, mais pour l'instant, c'est à peu près moite-moite en fait, entre les anciennes armoires et les nouvelles. D'accord. Vous vouliez intervenir, non, je crois. Non, j'ai cru, pardon. Allez-y. Juste un petit commentaire, là, on ne revient pas sur ce qu'on a déjà dit de préparation, d'initialisation, etc. Mais intéressant de voir que vous aviez un délai de 4 mois, 15 services. En gros, une petite règle de 3, c'est en gros une semaine par service. Et encore au début, on en faisait moins. En gros, au début, on a fait quoi ? Une armoire toutes les 2 semaines pendant 1 mois, histoire de cesser un petit peu le temps de digérer. Et après, il y a eu une accélération, j'imagine. Et à la fin, c'était 2 armoires par semaine. Voilà. Donc, on a ce dimensionnement-là qui doit être à la fois progressif, mais bien calibré aussi pour ne pas perdre de temps et pas laisser les équipes dans l'attente. Et on voit bien que tout le travail qu'on évoquait en première partie de préparation va servir. Et c'est pour ça qu'il faut partir avec un élément test. Alors, ça dépend de quoi on parle, mais si on doit tester un outil avec un service qui est volontaire pour faire un pilote, c'est très bien, et ensuite déployer sur d'autres services, plus ils sont volontaires, mieux c'est, et de toute façon les bruits qui vont s'échanger entre services finiront de convaincre les plus réticents. Et s'organiser avec le labo, parce que l'air de rien, au niveau des livraisons, il fallait être bien organisé, donc nous c'est BD, pour pouvoir avoir un bon timing. Dès qu'on avait des armoires qui partaient dans les services, on avait des livraisons qui arrivaient. Voilà, c'était vraiment une gymnastique. Merci. Et voilà, déjà 2 retours d'expérience. Alors je me tourne vers vous parce que si vous le voulez bien, il y a des micros ici. Donc si vous voulez poser des questions déjà ou faire des remarques sur ces retours d'expérience, vous pouvez lever la main. Vous pouvez aussi, quand vous avez le micro, vous lever et peut-être vous présenter. Voilà, si vous avez une question, une remarque, on peut prendre quelques instants. Je vois tout au fond, voilà, 2 mains qui se lèvent. Merci aux hôtesses qui nous accueillent et qui nous permettent de passer le micro. Oui, bonjour, Estelle Davido du groupement des EHPAD publics du Val-de-Marne. On a fait un peu le même exercice sur les armoires automatisées rapidement et voilà. Après, on a des grosses problématiques, nous, de RH, parce qu'on est assez pauvres. Et pour l'instant, les réapprovisionnements ne sont pas faits par les infirmiers, parce que on n'a pas par les préparateurs, mais par les infirmiers. Donc, je voulais savoir si vous aviez eu des discussions sur le taux de RH préparateurs pour faire les réapprovisionnements. Que font vos préparateurs ? Sur quel rythme ? Vous parlez après la mise en place ou pour la mise en place ? Non, après. Ouais, après la mise en place, donc on est justement en train d'évaluer le temps gagné ou perdu selon les activités.
Parce qu'en fait, donc, nous, on a 3 préparatrices qui sont sur l'hôpital dans les services, qui font le réapprovisionnement, le réachalandage. Donc jusqu'à maintenant, elles allaient dans les services, elles zappaient, ce qui était assez long, donc en fait c'était du plein vide. Donc le temps de zapper, après on envoyait la commande et le rangement. Actuellement, toute la partie préparation de commande, forcément, est un gain de temps énorme puisqu'il n'y a plus besoin d'aller dans chaque service pour zapper chaque armoire. Pour ce qui est du remplissage de l'armoire, dans un premier temps, toujours pareil, la courbe d'apprentissage, il y avait une perte de temps. Surtout qu'on est passé d'une non-gestion, enfin pas d'une non-gestion, mais on n'avait pas une traçabilité précise des périmés. Maintenant, on les rentre pour chaque médicament qui est rentré dans l'armoire. Donc ça, c'est entre guillemets une perte de temps qu'on essaie d'améliorer petit à petit. Et on est en train justement d'évaluer le ratio total, combien de temps on gagne, combien de temps on perd, pour après pouvoir s'adapter un peu plus. Voilà, s'il y a encore une question, vous pouvez poser des questions sur le premier projet également. Alors je crois qu'au fond, il y avait une main qui s'est levée et une autre ici. Je voulais juste ajouter, oui. Effectivement, c'est très important dans la gestion de projet de savoir d'où on part et où on va, justement en termes de RH. Et c'est une grande question qu'il faut avoir en termes de... On se projette sur l'organisation, qu'est-ce que vont devoir faire les personnels, et qu'est-ce qu'on gagne comme temps, mais qu'est-ce qu'on va devoir donner aussi comme temps. C'est une vraie discussion. C'est vrai, surtout que souvent la direction, quand on informatise, quand on robotise, on tendance à se demander combien de temps RH on va gagner, est-ce qu'on peut supprimer des postes ou pas, qu'est-ce qu'ils vont faire à la place. Donc il faut vraiment y réfléchir avant. Merci. Juste 2 rangs devant la dame, il y avait quelqu'un qui lève la main. Je ne vous vois pas très bien, mais je vois votre main levée. Bonjour, Romain de Journas, je suis pharmacien à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Moi, j'avais une question globale sur les 4 intervenants. On sait l'arrivée donc de nouvelles technologies, de l'innovation, mais est-ce que avant de l'arrivée de ces technologies, vous faites des analyses d'impact? Et je rejoins mes collègues surtout sur le RH. Pas tant sur le PM, parce que nous, on est pharmaciens, on adore l'innovation, on veut toujours plus, toujours mieux, mais par rapport aux paramédicaux et l'impact réel sur leur action. Souvent, ce sont des préparateurs en pharmacie hospitalière qui voient dans leur formation des gestes techniques de plus en plus pointus, et en fait, l'arrivée de ces technologies, ça va souvent les priver de la partie principale à sécuriser, donc de la partie technique, et ça va leur laisser uniquement la partie d'accompagnement de la technologie. Et on l'a vu dans la vidéo, charger, décharger un automate, que ce soit un automate de production, que ce soit une armoire. Et pour avoir certaines de ces technologies sur mon hôpital, je ne trouve pas nos préparateurs toujours très fans de toutes ces technologies de manière générale. Qui pour répondre? Je dirais que ça dépend beaucoup de la techno aussi. Entre nos 4 solutions, j'imagine que ça a été perçu de manière différente. En l'occurrence, je ne crois pas, par exemple, que dans le cadre du logiciel sur les DMI, ça ait retiré la partie technique. Au contraire, ça a enlevé plutôt la partie de retranscription manuelle, qui n'était pas du tout la partie qui, justement, était la plus palpitante. Et donc, de notre côté, ça a été plutôt bien perçu. Donc pour ce qui concerne notre logiciel, en tout cas, on n'a pas eu cet écueil-là. Mais du coup, je laisserai peut-être mes collègues compléter. Le président d'abord, et puis après. Okay. En tout cas, je vous remercie pour cette question. Là, je parle côté un petit peu d'expérience à Gustave aussi, pour la robotisation de tout ce qui concerne la fabrication de chimiothérapie. Hein. Ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas un switch de 0% à 100%. On est d'accord. En général, quand on implémente un process, on le fait un petit peu en tuilage, en progression. Et puis, même au bout du compte, tout n'est pas automatisable. Ce qui fait qu'en fait, on aura toujours un fonctionnement presque hybride, ce qui permet quand même, si vous voulez, aux préparateurs, in fine, dans notre cas, d'avoir un éventail de formations et de compétences même plus large qu'initialement. D'accord, ça c'est important à avoir en tête. Maintenant, la vraie question au niveau préparateur, puisque vous évoquez le problème préparateur, hein, il n'y a pas que les préparateurs. Dans la majorité, en tout cas, des activités opérationnelles, il y a aussi des magasiniers, il y a aussi des agents, et c'est la vraie question, c'est eux. Parce que, comme eux, ils n'ont in fine que ça soit automatisé ou pas, étant donné qu'on va de plus en plus vers l'opérationnel,
La question, c'est est-ce qu'on en a besoin ou est-ce qu'il faut transformer, en tout cas, leur métier. Voilà. Globalement, c'est un peu ça qu'on a vécu. On a vécu aussi, parce que c'est en cours, hein, tout ce qui est armoire sécurisée dans les différents services. Là aussi, il y a tout un travail commun, institutionnel, qui ne se déploie pas tout seul, on est d'accord, parce qu'il y a aussi, vous avez parlé de préparateurs, mais il y a aussi la réticence des infirmières par rapport aux nouveautés. Quand plus c'est institutionnel, plus plusieurs corps de métier sont impactés, il y a plusieurs parties prenantes, et dans ce contexte-là, eh bien, c'est une démarche qui doit être la plus large possible et multidisciplinaire. Merci. Alors je vais juste compléter et finalement reprendre des choses qui ont déjà été dites un peu par tous. Premier point concernant d'où on va enfin d'où on est et où on va. Oui, au niveau des RH, mais il ne faut pas le limiter qu'à la pharmacie. L'impact que ça peut avoir dans les services, notamment pour faire gagner du temps aux infirmières, il faudra aussi le valoriser. Ça veut dire aussi que soit de laisser à penser qu'on va avoir les mêmes activités ou avec des activités qui seraient peut-être moins valorisées ou moins intéressantes du point de vue de l'opérateur, c'est une question qu'il faut se poser effectivement. Voir ce qui a déjà été dit, est-ce que ça ne nécessite pas au contraire de nouvelles qualifications et de nouvelles expertises qu'il faudra acquérir. Et puis l'autre élément, c'est ok, peut-être que non, tout compte fait, j'ai besoin peut-être de moins de préparateurs, mais est-ce que j'ai pas besoin de plus d'opérateurs techniques, de ressources informatiques, enfin de personnel informatique, etc., etc. Donc c'est avoir, enfin, en quoi le changement qui s'opère dans le service avec l'utilisation de ces outils-là nécessite de revoir les compétences des uns et des autres, certaines qui peuvent être acquises par les personnels déjà en place, ou au contraire nécessiter un upgrade des fonctions et des missions de certains avec des qualifications supérieures pour pouvoir bien fonctionner avec ces nouveaux outils. Juste un petit commentaire tout à fait pour compléter. En stérilisation, on voit de plus en plus apparaître de nouveaux profils. Voilà, on avait des IBOT, des préparateurs, et de plus en plus de stérilisation vont recruter des techniciens, des logisticiens, des ingénieurs, donc les profils changent. Et typiquement pour l'Ancitrac, un profil technicien pourrait parfaitement être adapté pour le paramétrage de la machine. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment s'ouvrir un peu l'esprit et ne pas toujours rester sur les mêmes profils que l'on connaît, avec lesquels on a travaillé depuis toujours. Merci. Alors on reviendra juste après sur un temps de questions-réponses, parce qu'en attendant, on a Philippe en régie La Voix qui a un message pour vous. Et oui, c'est à nouveau à vous que l'on sollicite en salle. Voilà, on a déjà 2 retours d'expérience. La première question qu'on souhaitait vous poser, vous aussi, est-ce que dans votre établissement, est-ce que vous avez des expériences de technologies innovantes, toujours hors intelligence artificielle? Ah, il y a une majorité de oui quand même hein, qui monte. Hein. Ça bouge encore, mais la tendance reste là. Ça bouge un peu, mais la tendance se dégage bien. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de passer à la question suivante. Vous aurez tout loisir de compléter ce nuage de mots pour nous dire quelle est l'activité concernée, quelle est votre ville. Et puis, entre-temps, je crois, Romain, qu'on va donner aussi la parole aussi aux congressistes dans notre micro-trottoir. Exactement. Cette question-là, elle a été posée durant les rencontres. On vous montre ça tout de suite. Je ne crois pas, non. On n'est pas spécialement robotisé ou autre. Après, c'est plus des logiciels standards. C'est quelque chose qu'on voit partout maintenant au niveau des stockeurs, de la PDA ou de la préparation, même en pharmacotechnie, des cytotoxiques, etc. On commence à voir vraiment à émerger ce genre de technologie. Moi, je travaille en radiopharmacie, donc on a un automate de synthèse. Est-ce que c'est considéré comme une nouvelle technologie? Je ne sais pas. En tout cas, nous, ça nous permet de nous protéger et d'éviter de
manipuler, de tout faire à la main. Oui, alors aujourd'hui, on n'automatise pas en dispensation, on automatise, nous, uniquement en reconditionnement unitaire, parce qu'on est en dispensation nominative journalière pour les 100% des lits. On a bénéficié de la mise en place d'un robot de préparation des doses administrées et de dispensation individuelle nominative qui a radicalement changé l'environnement de travail et le niveau de sécurité de la prestation pharmaceutique. Alors non, dans notre PEI, on n'a actuellement pas vraiment de technologie innovante, mais on travaille dessus pour pouvoir essayer de mettre en place des choses qu'on puisse utiliser quotidiennement. On a un automate qui fait de la dispensation nominative. Pour tout ce qui est pharmacotechnie, on a une partie qui est automatisée, que ce soit les chimiothérapies ou les nutritions parentérales. Non, pas du tout. On a écrit des projets justement pour essayer d'avoir des financements et faire de la technologie distribution, la dispensation des médicaments. Voilà, toujours dans cette idée d'être au plus près de vous, on est allé vous rencontrer, donc merci pour les personnes qui ont répondu. Philippe Lavoie va nous faire un retour sur ce qui vient d'être fait au Bouclap. Oui, eh bien, il y a des réponses, bien sûr. Alors, je lis rapidement CHU de Rennes, des armoires connectées. Je lis Chambéry, de la technologie RFID. J'ai aussi à Argenteuil des automates de PDA. Bref, vous êtes nombreux, en fait, à avoir des expériences et des retours. Peut-être que dans la salle, vous voudriez nous en présenter une ou deux. Donc Romain, je te rends la parole. Merci Philippe. Effectivement, si vous voulez nous présenter une expérience, prendre le micro quelques instants pour nous présenter une expérience, je ne sais pas si des mains se lèvent. Non, pour l'instant non. Est-ce qu'une main se lève? Vous pouvez effectivement prendre le micro et nous présenter une expérience. Tout au fond, oui. Pareil, si vous pouvez vous lever et vous présenter très rapidement. Toujours la même. Ah oui, pardon, j'ai la lumière. Juste pour participer. Alors, donc, nous, on est 100% EHPAD, donc c'est un peu particulier. Le groupement d'EHPAD publics du Val-de-Marne, donc on a 13 sites, 1200 résidents. Et le projet initial, c'était de fusionner deux PUI qui participaient au départ sur un nouveau site. Et on avait une PUI automatisée avec de la PDA par reconditionnement et des armoires automatisées sur chaque site pour faire les compléments et les dotations d'urgence. Et l'autre PUI qui n'avait rien du tout, même pas de gestion informatisée. Donc là, ça a commencé en 2018-2020. Et on est arrivé en juin à automatiser, c'est-à-dire installer les armoires automatisées qui manquaient sur tous les sites, sur les 13 sites. Donc on a 16 armoires automatisées au Micel. Et on a déménagé et changé d'automate pour pouvoir assumer l'augmentation qui était presque on a doublé notre production. Donc on a changé d'automate, mais on a un seul automate pour 1200 résidents pour faire la PDA de reconditionnement. Donc il y a eu un gros changement, effectivement, pour tous ceux qui n'étaient pas dans l'équipe automatisée sur les changements de manière de travailler, les équipes aussi au niveau des sites, les infirmières qui ont dû travailler avec des armoires automatisées. Donc il y a eu de l'accompagnement au changement, mais de façon un peu rapide, parce que tout a été condensé sur 5-6 mois. Mais ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Merci beaucoup. On a une main levée ici, oui. Oui, Anne Jacolo. Aussi une expérience en stérilisation. On n'est pas les premiers, puisque la première expérience en France, me semble-t-il, c'est Christophe Lambert à Chambéry, sur le marquage à l'instrument, des codes data matrix sur les instruments. Donc utiliser la traçabilité individuelle à l'instrument comme outil d'aide à la recomposition des boîtes opératoires, puisque dans le système de production en ST, pendant des années, c'était les e-bods du bloc opératoire qui recomposaient les boîtes. Il n'y a plus d'e-bods. Donc, voilà, en tout cas, nous, on a été partie prenante en disant on va faire un transfert de tâches des e-bods vers des agents de stérilisation. Par contre, moi, le modèle, c'était pas sur des catalogues, il fallait sécuriser, et c'était de dire on va marquer chacun des instruments. Donc, on l'a fait in situ
avec une machine à micro-percussion sur un certain nombre d'instruments. Maintenant, tous les instruments qu'on achète au sein de l'assistance publique sont essentiellement déjà marqués avec un code data matrix. Et donc le bilan, c'est un projet innovant ça a pris 10 ans, hein, mais on a 25 000 instruments marqués et on est arrivé à la cible, puisque maintenant 99% des boîtes opératoires sont recomposées par des agents de stérilisation. Il y a bien sûr des avantages dans le flux, il y a des inconvénients dans le sens où ensuite il faut préserver la connaissance des boîtes opératoires par les IBOD en salle. Et donc ça, il faut des interactions en continu avec les professionnels du bloc et les professionnels de la stérilisation. Voilà. Merci pour ce retour d'expérience. On reviendra après sur un temps d'échange, donc si toutefois vous aviez prévu de prendre la parole, on va essayer de faire en sorte que personne ne soit frustré. Je retourne vers mes invités. On reprend les échanges, notamment avec la traçabilité des DMI avec la technologie iTrace ScanDM. Oui, tout à fait. Oui. Alors, comment est-ce que ça s'est passé pour nous ? Il faut savoir déjà que c'est récent, hein, parce que vous êtes venus nous rencontrer en mai, et on a installé le logiciel en mars. Donc, c'est tout à fait récent. Pour autant, ça faisait déjà plusieurs mois qu'on travaillait sur la mise en place de cette solution. Donc, de fait, ce qui a rendu possible le projet, c'est aussi que notre ancien logiciel allait arrêter de fonctionner, tout simplement. Donc il allait arrêter d'être maintenu. Et donc on avait non seulement des injonctions réglementaires avec l'arrêté, mais aussi tout simplement des limites techniques, informatiques, où de toute façon ce qu'on utilisait n'allait plus être disponible. Donc il fallait bien qu'on change. Et on a eu la chance du coup d'être financé sur ce nouveau logiciel. Donc on a fait une étude, on est allé voir ce qui se faisait, quels étaient les logiciels disponibles, qu'est-ce qui était proposé. Et suite à une étude de ces différentes solutions, on est parti sur ce logiciel, donc iTrace, qui effectivement permet de reconnaître de manière automatique les informations de traçabilité obligatoires de la réglementation. Alors, il y a eu beaucoup de paramétrage, mais ce qui a été agréable, c'est qu'on l'a vraiment fait ensemble. C'est-à-dire que ils avaient fait beaucoup eux, dans leur historique, ils avaient travaillé avec beaucoup d'établissements privés et beaucoup d'établissements aussi plus petits que nous. On était leur deuxième CHU. Le premier avait pas les mêmes logiciels et avait pas non plus les mêmes flux, les mêmes organisations, la même taille. Donc on était entre guillemets un peu leur premier gros CHU. Et c'est vrai que du coup, ça a nécessité une grosse appropriation de l'outil. Notre logiciel de gestion économique et financière, ils n'avaient jamais travaillé avec eux, donc il y a eu déjà tout un temps de construction de l'interface. Et puis il a fallu qu'on adapte en fait l'outil à nos flux. C'est vrai que les flux en plus de DMI, c'est pas toujours les plus simples. Il y a pas mal de spécificités, de contre-exemples. C'est vrai que parfois lors de certaines réunions avec le développeur, il s'arrachait un petit peu les cheveux quand même. Waouh, en fait il y a tous ces cas de figure différents. Oui, c'est ça. Et donc c'est vrai que le temps, on a presque mis 1 an entre le début où on a décidé qu'on les prenait et puis le moment où on l'a effectivement mis en place. Et il y a eu tout un travail de développement à la fois informatique mais surtout organisationnel en fait, parce que ça nous a beaucoup poussé à rechallenger nos organisations, la manière dont on faisait les choses, puis nos habitudes en fait tout simplement. Et puis donc, suite à tous ces développements, on a pu mettre en place l'outil en mars. Donc comme expliqué dans le reportage, on a vraiment banalisé 2 jours où on a changé l'outil dans tous les blocs opératoires. Donc ça, c'était un parti pris aussi. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait une mise en place progressive ? Non. On s'est dit, le plus simple, c'est qu'on change tout. Nous, il faut savoir qu'on a quand même 3 sites dans lesquels il y a des blocs opératoires. Et on a déployé du coup du personnel dans les 3 sites géographiques. Pour accompagner les équipes au bloc. Alors c'est vrai qu'on n'était pas très inquiets en soi sur la prise en main de l'outil, parce qu'il est très ergonomique en fait pour les soignants. Ils ont juste à scanner l'étiquette patient et puis les DMI, et puis ça fonctionne. Là où ça nous re-challenge, c'est qu'en fait, des fois, ils ne savent pas ce qui est un DMI ou pas. Il y a des DM, il y a des dispositifs, ils ne savent pas si leur statut réglementaire c'est d'être implantable ou pas. Donc ça, c'est pas relatif au logiciel, mais il n'empêche que ça occasionne des problématiques. Donc dans le doute, par exemple, on leur a dit vous scannez tout. Mais c'est vrai que ça posait pas mal de questions sur tout ça.
Et c'est nous plutôt par contre côté pharmaceutique où il y a eu un temps de prise en main un petit peu plus long parce que d'un point de vue ergonomique il n'y avait pas de souci. Mais par contre comme ça a modifié quand même considérablement la manière dont on travaillait auparavant, on avait besoin d'être très très proche de nos équipes pour leur dire non tu sais maintenant c'est plus comme ça qu'on fait, c'est plutôt comme ça. Et on avait essayé de rédiger des documents qualité pour les accompagner, mais c'est vrai qu'on s'est retrouvé à les faire un petit peu sur le feu, parce que comme l'interface a mis un peu de temps à être construite, et qu'on s'était quand même fixé une date de déploiement, finalement on a eu la version définitive assez proche de la date de lancement, et il y a plein de process qu'on n'avait pas forcément toujours pu anticiper. Toujours est-il qu'au final, ça s'est très bien déroulé. Les opérations, grâce à l'accompagnement des différentes équipes, que ce soit pharmaceutique, informatique et le développeur étaient sur place physiquement présents. Et donc, sur ces 2-3 jours, on n'a pas eu de problématiques particulières. Depuis, on l'utilise. Les équipes se sont bien appropriées l'outil. Après, comme évoqué dans la vidéo, on est en attente de déploiement de certains modules, donc notamment un module relatif au DMI en dépôt temporaire et un module relatif à la gestion des stocks, donc plutôt d'un côté pharmaceutique. Là, c'est en train de se mettre en place et donc je dirais qu'on est dans une phase un peu intermédiaire finalement, où on continue presque à travailler ensemble, à développer. Donc c'est toujours la question de l'appropriation, c'est-à-dire que même si l'outil il est très performant en soi, eh bien, il faut qu'on l'adapte à nos process, à nos logiciels. On parle d'interopérabilité, c'est exactement ça. Et puis qu'on l'adapte à nos cas de figure particuliers et à nos pratiques. Voilà. Même si c'est très récent pour vous, comme vous venez de le dire, vous pensez que vous avez déjà vu où étaient toutes les limites? Ou vous pensez que vous avez déjà fait la liste de toutes les limites? Les limites, en fait, on les a sur l'année entière qui s'est écoulée entre le moment où on a choisi puis le moment où on a vraiment lancé. En fait, c'était un peu amusant, entre guillemets, mais parfois, on se rendait compte de certaines limites au fur et à mesure de réunions, alors qu'on pensait qu'on avait bien cartographié les choses. Puis là, on se disait « Ah bah oui, mais ça, on va plus pouvoir le faire, en fait, comme ça. » Donc c'est vrai que sur cette année-là, on a un petit peu maturé et on s'est rendu compte de certaines limites au fur et à mesure. Je pense qu'à l'instant T, les limites, maintenant, on les connaît. Et on est plutôt en phase de résolution. C'est là on progresse, on ne fait que améliorer au contraire ces limites qu'on avait pu percevoir. Ce que je trouve positif, c'est qu'il y a fort à parier que toutes les limites aussi qu'on est en train de résoudre bénéficieront aux autres établissements qui sont comparables. Le pari qu'on avait fait, c'est qu'on était conscient qu'on était le deuxième CHU à utiliser cette solution, et donc on savait que forcément il y avait des cas de figure qui n'auraient pas été vus précédemment. Et je pense que tout le travail de co-développement qu'on a fait a vraiment permis aussi... nous, on a bénéficié de cette adaptation puisque ça a directement servi à notre exercice. J'espère que les cas de figure qu'on a vus bénéficieront aussi à l'outil pour pouvoir être utilisés aussi dans d'autres CHU. Et je dirais que la force de ce qui a fonctionné, en tout cas pour nous, c'était vraiment d'avoir une équipe en face de développement avec laquelle on arrivait à bien travailler, à être réactif. Par exemple, au début, on se disait « Ah bah tiens, mince, ça, on n'y avait pas pensé, un petit coup de téléphone, tiens, comment on fait ?» Et voilà, nous, ce qui a bien, je pense, fonctionné dans notre cas, c'était le fait d'avoir des relations étroites avec le développeur pour qu'il nous accompagne et qu'il soit réactif. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous propose que nous passions à la suite, c'est-à-dire la fabrication de médicaments par imprimante 3D avec Medimaker. Merci. Alors, juste pour l'impression 3D, si vous permettez, quelques éléments, on va dire, pour repositionner la question de l'impression 3D. Alors, c'est vrai qu'au travers de tout ce que nous disons, on a tendance, un petit peu, si vous voulez, dans notre cas, à confondre automatisation avec robotisation. Le delta est très important. Pour l'impression 3D, il ne s'agit pas, pour répondre à la question de notre collègue préparatrice, oh là, je vais me faire remplacer par la machine. En réalité, si vous voulez, effectivement, l'automatisation, c'est quelque chose où c'est un processus qui, normalement, doit se passer le plus possible de l'intervention humaine. On est d'accord avec ça?
La robotisation, dans notre cas, pour l'impression 3D, comme l'a dit tout à l'heure notre présidente, c'est vrai que ça nécessite d'avoir une phase de conception très forte, très importante, pour que justement, derrière ça, eh bien, on puisse effectivement essayer d'automatiser. Mais en réalité, en fait, le robot que nous utilisons, ce n'est pas pour remplacer l'être humain, c'est surtout pour arriver à un degré de finesse en termes de fabrication que les procédés habituels, traditionnels, manuels, ne peuvent pas atteindre. Je m'explique. Alors, je vais essayer de répondre aussi à beaucoup de questions qui vous boulent les lèvres, notamment celle du budget. On va rentrer tout ça là-dedans parce que c'est très bien d'avoir des innovations, mais bon, ça vient d'où votre budget? Alors, dans le cas de l'impression 3D, on a surfé sur un contexte qui est très intéressant. C'est le développement, en tout cas l'ouverture de notre IHU au niveau de Gustave Roussy concernant la médecine de précision. Bon. Grâce à ça, on a pu aussi participer à l'écriture d'une page de l'IHU médecine de précision en travaillant sur justement la proposition de médicaments, d'accord, qui soient extrêmement préparés de manière précise, mais dont les procédés, on va dire, habituels ne permettent pas d'y arriver. Je m'explique, je vous donne un exemple très simple. Ceux qui travaillent dans la pharmacotechnie savent, par exemple, que voilà, on peut tolérer une uniformité de teneur de plus ou moins 15%, etc. Dans le cadre de la médecine de précision, on doit vraiment adapter le dosage en oncologie à une surface corporelle de manière très précise. Eh bien, effectivement, on peut valoriser avec une précision de fabrication de plus ou moins 1%. Eh bien, ceci, effectivement, par le biais de la robotisation, pas l'automatisation, hein, par le biais de la robotisation, on est capable justement, si la formulation de l'encre initiale permettant d'imprimer le produit final est stable, celui que vous voulez, peu importe, eh bien, l'impression 3D nous permet de délivrer avec très grande précision, en tout cas, l'unité thérapeutique dans sa masse, d'accord? Et en plus, on est en train de travailler avec justement le fabricant, puisqu'on est pionnier là-dessus, d'avoir également un système de maîtrise qualité tout au long du processus, c'est-à-dire que quand on fabrique, eh bien, à chaque impression, on a directement une balance qui nous permet de contrôler avec un feedback, d'accord, quand est-ce qu'on s'arrête, quand est-ce qu'on arrête pour chaque unité, en tout cas la fabrication. Eh bien, c'est ça, la robotisation. Et en même temps, pour ceux qui connaissent déjà l'impression 3D pour les dispositifs médicaux, hein, on est d'accord, notamment tout ce qui est chirurgie maxillofaciale, eh bien, dans le cas du médicament, c'est différent. C'est nouveau, on n'imprime pas quelque chose qui ne doit pas dégrader dans le temps, on doit imprimer quelque chose qui, même si le design, le système est adéquat, il faut que, en tout cas, quand c'est administré, qu'il y ait un comportement, on va dire, biopharmaceutique et pharmacocinétique parfaitement adapté. C'est ça que les autorités de tutelle nous obligent justement à garantir. Donc, un système nouveau, oui, non décrit par la pharmacopée européenne, c'est vrai. Par contre, on travaille avec eux pour justement toute la stratégie de maîtrise qualité de chaque impression. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est au niveau de Gustave Roussy? Eh bien, nous avons déjà des préparations magistrales, surtout, d'accord, pour justement la pédiatrie. On n'est pas encore au niveau de l'adulte. Par contre, on a pu déposer au courant de cette année, en tout cas un polypide qui associe, en tout cas, si vous voulez, deux principes actifs qui chimiquement interagissent ensemble, mais on a pu faire une forme avec une séparation entre les deux, avec deux libérations différées. Et c'est aujourd'hui autorisé pour un essai clinique académique en phase 1. Voilà, donc ce n'est pas uniquement on va dire, pionnier et un concept de réflexion, mais véritablement, effectivement, dans un cadre où déjà il y a une application clinique. Alors, pour revenir à la question du financement, ne faut pas croire que le fait d'avoir adhéré à un projet IHU institutionnel, qu'on a pu lever cet argent. On a pu lever cet argent parce que côté aussi hospital universitaire, eh bien on a pu en tout cas, si vous voulez, décrocher un projet européen et également un projet INCA qui, en tout cas, fasse
à une indication et également une innovation médicale, eh bien, on a pu effectivement réussir à justement répondre et obtenir cet appel d'offres qui est initiateur, en tout cas, du financement de nos systèmes. Maintenant, juste terminé, hein, par contre, je suis un peu trop bavard, je vous prie de m'excuser. Faites. La question, si vous voulez, vous vous souvenez, hein, dans les speeches qu'on a entendus tout à l'heure, quand on implémente un nouveau process, on le suit, on l'encadre, il y a une gestion de changement. Eh bien, on avait parlé d'AMDEC, etc. Alors, il faut savoir que nous, en tout cas, dans toutes nos approches, on a réussi à diminuer un risque. Par contre, évidemment, on déclenche aussi un AMDEC parce qu'il y a des risques potentiels qu'on ne connaît pas, qu'il faut aussi identifier. D'accord ? Ça aussi, c'est important. Parmi ces risques-là, si on est, par exemple, si vous voulez, en train d'imprimer quelque chose qu'on lance la nuit parce que l'impression, c'est encore lent, eh bien, une micro-coupure au niveau du réseau, si vous voulez, stoppe tout le processus. D'accord ? Et donc, tous ces éléments-là nous entraînent aujourd'hui à redimensionner, en tout cas, la robotisation qu'on espère pouvoir rendre autonome, mais finalement, elle n'est pas autonome que ça, parce que nos systèmes informatiques ne sont pas totalement stables, ce qui fait qu'on a souvent des échecs quand on lance cela la nuit, d'accord ? Donc voilà, vous voyez, c'est un petit peu ça, toutes ces approches. Il ne faut pas le voir comme étant, comme l'a dit mon collègue, plug and play, bien au contraire, il faut avoir anticipé en tout cas tous les risques en amont, que ce soit les risques 5M, parce que support, on a besoin beaucoup de l'informatique, on a besoin également de l'ingénieur biomédical qui soit là, qui soit réactif en cas de besoin. On a besoin d'une ressource humaine qualifiée, on est d'accord avec ces éléments-là, et surtout que la méthode en amont ait été complètement chiadée pour éviter, en tout cas, si vous voulez, toutes les déconvenues. Voilà, c'est un petit peu ça, très globalement, l'expérience impression 3D. Merci beaucoup, et vous faites bien de parler de risque, parce qu'on va revenir sur cette notion de risque tout à l'heure. En attendant, je me tourne vers vous. Vous connaissez comment ça fonctionne. Vous levez la main et vous pouvez prendre le micro, voilà, sur ma gauche, pour poser des questions. Alors, sur les 4 retours d'expérience qu'on vient de voir, hein, n'hésitez pas. Bonjour à tous. Déjà, merci pour déjà le reportage introductif et que j'ai trouvé très informatif, et pour les témoignages des intervenants. Quant à Damien du CHU de Besançon, j'avais une question à l'ensemble des intervenants sur l'accompagnement à la montée en compétence sur ces nouvelles technologies. Parce qu'on a dans notre culture et dans notre formation cette casquette un peu de logisticien, de qualiticien, de clinicien. Et avec on voit de plus en plus avec ces nouvelles technologies avec les SADP, l'intelligence artificielle, une casquette un peu de, si je peux me permettre, de pharmaticien un peu, où il faut être un peu sensible, je pense, à toutes ces technologies, à l'informatique, à comment ça fonctionne. Et donc du coup, moi, ma question est plutôt ouverte sur comment voir l'accompagnement sur ces nouvelles technologies, le temps pour monter en compétence du coup sur ces sujets. En attendant que mes collègues répondent, je vais faire une réponse un peu globale. Que ce soit ces sujets-là très techniques ou que ce soit des aspects déjà plus classiques d'utilisation de logiciels, soit logiciels métiers, soit logiciels comptables, GEF, j'en passais les meilleurs, suivi des dossiers patients, etc., etc. Il est à peu près incontournable que les pharmaciens et que les équipes pharmaceutiques, mais en tout cas les pharmaciens, aient un minimum de compétences informatiques. On ne pourra plus travailler sans ce minimum-là, parce que ce prérequis vous permettra d'être un interlocuteur crédible avec vos services informatiques, avec vos services biomédicaux, avec vos prestataires de services. Parce que si vous n'êtes pas avec un minimum de bagage informatique sur des problèmes qui sont liés aux interfaces, qui sont liés au réseau, qui sont liés à l'utilisation de cet matériel, on va pas vous mettre de côté, mais en tout cas, il y a des choses que vous n'arriverez pas à comprendre et que derrière, vous n'en comprendrez pas l'importance par rapport à la garantie que vos systèmes fonctionnent.
Et en même temps, de ne pas se laisser peut-être balader sur oui, non, tout ça, ça va bien se passer, faites-moi confiance, comme le serpent de Robin des Bois. Tout va bien aller. Sauf que non, c'est avec l'usage qu'on s'aperçoit que les systèmes demandent de mettre les mains un peu dans le cambouis, de vérifier que ça fonctionne, de justement sortir les cas d'usage qui arrivent rarement mais qui vont planter la machine, etc. etc. Donc, d'une façon générale, et moi, c'est un appel que je fais à l'ensemble de la profession, ne vous désintéressez pas de la chose informatique, même si ce n'est pas votre appétence. Vous en serez totalement dépendant. De la même façon, vous en connaîtrez les limites. Et on l'a déjà dit à d'autres moments dans ce congrès, si vous subissez une cyberattaque, il faudra que vous puissiez savoir qu'est-ce qui va être impacté, qu'est-ce qui va vous bloquer, qu'est-ce que vous pouvez encore faire, parce que des fois, ce n'est pas tout qui est à l'arrêt, et comment on se débarrasse de tout ou partie de ce problème en étant réactif. Donc, vous n'êtes que obligé de vous y intéresser, parce que sinon, vous mettez votre outil, quand je dis votre outil, c'est votre PUI, en difficulté avec un fonctionnement qui sera très nécessairement dégradé. Merci. Ouais, pour rebondir aussi dessus, donc je suis entièrement d'accord qu'il faut, qu'on peut pas exercer actuellement sans l'informatique, mais je dirais aussi qu'il faut, je pense pas qu'on néglige le fait de déléguer certaines tâches informatiques, c'est-à-dire que oui, on est central, par exemple, sur tout ce qui est circuit du médicament, sur la mise en place des armoires, sur les choses comme ça, mais il y a aussi des dérives, des glissements de tâches, des trucs tout bêtes comme la gestion des comptes, qui crée les comptes infirmiers, qui crée les comptes cadres, qui crée tout ça. Quand il y a des problèmes, qui est ce qu'on appelle? Est-ce que c'est le pharmacien de garde en pleine nuit parce qu'une armoire ne s'ouvre pas? Ou est-ce qu'on peut vraiment déléguer, quitte à être central, à être moteur en faisant des procédures, en formant, en essayant de dynamiser l'appétence informatique de chacun, parce que c'est vrai que chaque corps de métier n'a pas les mêmes appétences, on va dire, mais vraiment savoir, je pense, voilà, déléguer, dire, par exemple, nous on a décidé que la création des codes, c'était les 4 qui le faisaient, donc on leur a expliqué, on leur a montré, tous les problèmes la nuit sur les armoires, c'est la 4 de nuit qui gère, sauf vraiment énorme problème où là ils peuvent appeler le pharmacien d'astreinte, mais voilà, il ne faut pas non plus, je pense, rester, avoir le monopole de tout ce qui est pharmaceutique et de se dire, ok, nous, on s'y connaît un peu en informatique, on s'y connaît sur la pharmacie, donc on fait tout, mais savoir déléguer aussi aux préparateurs, aux infirmières, un peu à tout le monde. Sinon, on se finit par être noyé, quoi. En tout cas, c'est une vraie question qui n'est pas évidente, mais je crois que c'est un petit peu une question très générale. Que ça soit un projet ou un autre, ça s'appelle en fait une gestion de projet. Et dans ces cas-là, on a besoin en tout cas d'un groupe projet, comme disent les collègues. Moi, en informatique, je suis une bille, mais je suis très mauvais. Néanmoins, conduire un projet, si vous voulez, ça veut dire qu'il faut associer tous les corps de métier dès le départ. Ensuite, avoir un comité de pilotage pour justement acter sur justement le timing. Ça, c'est important. Et faire le choix entre justement ce qui peut être coûteux et qui n'est pas, pour pouvoir faire un choix. Donc, notamment, là, moi, je ne parle pas pour l'impression 3D, mais pour, par exemple, tout ce qui concerne robotisation de la chimiothérapie, hein, c'est un groupe projet qui intègre, bien entendu, le fabricant, ça, c'est totalement évident, qui intègre également tous les systèmes qui sont associés à ça, tels que l'informatique, chimio, tout ce que vous voulez, les communications interfaces, qui intègre aussi évidemment les utilisateurs, ça c'est évident, hein, parce que les utilisateurs, nous, on n'est pas là pour dire comment cliquer, on est là quand même pour dire attention, le processus pharmaceutique c'est ça, attention, la réglementation nous permet d'aller visualiser en tout cas le mode de fonctionnement et surtout, vous savez, quand vous avez été tous audités par l'ARS, c'est les modes de fonctionnement en mode dégradé, d'accord? Donc, on est là justement pour recadrer, tout le travail qui est multidisciplinaire. Et à partir du moment où vous avez lancé ce genre de choses, spontanément, vous avez effectivement un système de rétro-planning avec les chefs projets et également ceux qui sont responsables
de différentes parties de votre projet. Et c'est comme ça qu'on avance progressivement. Et c'est pas du jour au lendemain, vous voyez, comment est-ce qu'on forme les gens. C'est d'abord réfléchir sur tout le contexte, le cadre, et faire un choix difficile, parce que optimal, puisque effectivement on n'a pas les finances qu'on souhaite systématiquement pour faire du plus qu'on le souhaite. Mais voilà, c'est comme ça que nous, on a essayé d'avancer. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'écueils, hein, parce qu'initialement, il s'agissait de mettre en commun un certain nombre de choses, et la difficulté, c'est la séquence dans votre projet. Par quoi commence-t-on ? Pour ne pas commencer à l'envers, mettre la charrue dans les bœufs. C'est tout ça la difficulté. Donc, la question RH, je dirais qu'elle vient après. La première question, c'est qu'est-ce qu'on veut comme objectif, qu'est-ce qu'on a comme indicateur, qu'est-ce qu'on veut effectivement comme process, et quels sont les éléments qui interagissent entre eux pour répondre correctement à votre process. Et seulement après, effectivement, vient la question de formation, etc. Merci, oui, allez-y. En un mot, moi je dirais aussi qu'il faut tout simplement avoir parfois l'humilité de dire qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que moi il y a eu des réunions, pourtant j'ai plutôt une appétence pour tous ces sujets-là. Il y a vraiment eu des réunions où d'un point de vue technique, il y a eu 5 minutes qui se sont passées avec que des termes informatiques que je ne comprenais pas pour caractériser les flux. J'ai tout simplement dit, excusez-moi, mais est-ce que vous pourriez m'expliquer ? Est-ce que ça va avoir un impact sur mon exercice ? Oui, non. Oui, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut prendre 5 minutes pour que vous m'expliquiez ce que c'est qu'un flux je ne sais quoi, ce que c'est que ça ? Le temps a été pris. En quelques minutes après, c'était beaucoup plus clair. Après, effectivement, il ne faut pas le faire sur tout. Il y a eu des fois où ils m'ont dit, bon là, par curiosité intellectuelle si tu veux, mais par contre, ça n'aura pas vraiment d'impact sur ce que tu vas faire, etc. Bon, ok, donc là, je lâche. De la même manière que nous, parfois, nos termes techniques de pharmaciens... et nos flux et nos circuits, il y avait des cas spécifiques qui avaient une importance pour l'équipe DSN et pour l'équipe développeur, puis il y en a d'autres où c'était vraiment des trucs de pharmacien, entre guillemets. Et je pense que c'est surtout avoir peut-être le recul et l'humilité de se dire est-ce que ça va vraiment m'être utile ? Et si oui, en fait, je vais m'en saisir, je vais essayer de comprendre. Peut-être qu'à la base, je ne connais pas, mais il y a 1000 sujets qu'à la base, je ne connais pas. Donc, je vais apprendre. Voilà. Merci. Pour terminer sur ce point-là, c'est un pas qui doit être fait chacun pour arriver au milieu du chemin. C'est-à-dire que le pharmacien doit s'intéresser à un minimum pour pouvoir comprendre les enjeux qui sont liés à l'informatique. L'informatique et les informaticiens des DSN ou du prestataire doivent faire un pas vers les problématiques métiers pour qu'ils comprennent les besoins et que finalement on se retrouve avec une solution qui est celle que l'on a décidée ensemble. Merci beaucoup. Alors, on a pu constater que vous aviez des technologies différentes, mais vous avez des points communs, et notamment celui que vous venez d'évoquer, la conduite du changement. Donc, vous avez soulevé pas mal de points. Alors, maintenant, on a parlé tout à l'heure un peu des risques. On est allé vous rencontrer durant ces rencontres pour demander si vous aviez identifié des risques ou des points de vigilance. On vous a posé la question. Alors les limites, déjà la première limite c'est le financement. Principalement le coût, parce que la ressource, il faut bien l'attribuer, elle n'est pas illimitée. Alors, les limites pour moi c'est financière. Alors aujourd'hui d'autant plus important qu'il y a quelques années. Technique aussi, les robots, il faut les accompagner. C'est pas encore bien rodé en façon routine. Ah oui, beaucoup de limites, c'est RH et surtout la maintenance. Les robots, ils peuvent être en panne. Et c'est pour ça que nous avons mis en place des procédures dégradées qui doivent être robustes. C'est quelque chose qui se réfléchit vraiment de manière importante et à différents niveaux de la pharmacie, au niveau de l'approvisionnement que de la prestation finale. Il faut l'intégrer dans notre outil de production, lui confier ce qui nous semble raisonnable par rapport à ses capacités, ce qui n'est pas forcément les mêmes préparations qui sont bien avec les humains. Moi, je trouve que c'est assez complémentaire et j'ai pas de difficulté à transférer de l'activité dessus. La seule limite de ça, c'est le jour où vous n'avez pas d'informatique, pas de courant. Et là, dans ces cas-là, vous êtes en grande difficulté parce que vous n'avez plus la capacité à reprendre en fait la partie qu'on a confiée à la machine. Je pense que s'il y a une nouvelle technologie, elle doit toujours être contrôlée par le pharmacien et
je laisserai jamais la main complètement à un robot, une nouvelle technologie. Pour moi, le radiopharmacien et le pharmacien restent indispensables. Responsabilité, risque, opportunité. La voix. Philippe a un message pour vous. Eh bien oui, effectivement, on vous pose la question, nuage de mots, voilà, exprimez-vous. Pour vous, ça évoque quoi voire même jusqu'à quelle limite on peut aller, et puis on reviendra tout à l'heure avec vos réponses, et retour au débat avec nos invités, Romain. Merci Philippe. Effectivement, je me retourne à nouveau vers nos invités. On peut y voir une articulation naturelle avec la question de la sécurisation. On a évoqué un peu tout à l'heure la responsabilité pharmaceutique. Vous allez dire ce que vous en pensez. Comment on sécurise le recours à ces technologies innovantes? Comment on passe du projet à la routine en toute sécurité? Je vous laisse la parole. Premier point, alors il y en a qui aiment le risque. Hein. Je vois Cordélia fait du Big Bang dans le déploiement de ces solutions. Tant mieux. Mais évidemment qu'il y a une phase d'appropriation et une phase de vérification du fonctionnement attendu. Et après, peut-être, en prévision d'une phase de routine, quelque chose qui va être avec des contrôles aléatoires, des contrôles qualité et une vérification que sur le temps, sur la durée, les personnes ont le même résultat in fine. Donc c'est le premier point. Si on procède comme ça et qu'on a déjà balayé énormément de problématiques, on va dégrossir plein de soucis qui sont courants. Et c'est parce qu'on va monter en charge avec des déploiements successifs, et on l'a vu un petit peu sur les armoires, vous êtes monté en charge progressivement avec un déploiement qui s'est accéléré, et ensuite une vigilance avec l'arrivée des nouveaux outils. On est toujours en vérification qu'on est bien dans le processus. Mais une fois qu'on a confiance, qu'on a qualifié les outils, au moins de façon, même si c'est pas très formel, on sait ce qui va se passer et on connaît les risques, parce que nouveaux outils, nouveaux risques. Là, il n'y a pas de problème. Si on en supprime par rapport à un processus qui diffère de celui d'avant, il est évident que par contre, on va en faire apparaître de nouveau. Donc ça, c'est les points importants. Opportunité, si je reviens même en amont de ça, c'est à l'occasion, on le voit bien, par exemple, une contrainte qui est, ça va parler à beaucoup d'entre nous qui disposent d'un PC qui fonctionne sous Windows. Dans quelques jours, va s'arrêter la maintenance de sécurité de nos appareils. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on conserve l'outil avec le risque d'être embêté? Est-ce qu'on modifie le système de fonctionnement, l'operating system du PC, et on passe sur un autre outil qui n'est plus du tout Windows, ou est-ce qu'on change et qu'on va vers un autre outil qui est avec les bonnes mises à jour, etc. Donc là, on a des questions à se poser et des réflexions à mener avec des arbitrages qui vont se faire en fonction des moyens, du souhait, de la capacité à financer un petit peu, beaucoup, pas beaucoup, les innovations, en tout cas l'obligation de changer. On l'a vu que dans beaucoup de situations, on a quelque chose qui est lié à des restructurations, soit architecturales, soit organisationnelles. Et il faut profiter, donc c'est là où on est dans des opportunités, il faut profiter de ces passages-là, parce que il y a une obligation de changer, et avec des fois tout ou partie des moyens qui sont déjà alloués, et en tout cas quelque chose qui devra se faire, et c'est l'occasion de bousculer un peu un calendrier qui n'aurait pas été celui de la pharmacie si on s'était arrêté au seul périmètre de la pharmacie. Voilà. Merci, allez-y, oui. Alors, d'une manière générale, hein, on n'est pas tout seul. Si jamais, au cours de route, on implémente quelque chose de nouveau susceptible de changer le périmètre des autorisations ARS, on travaille avec eux en partenariat.
Quand nous, on a eu à nous approcher, en tout cas de la RS, si vous voulez, pour un changement de périmètre d'activité ou un élargissement, pardon, eh bien, effectivement, on a un certain nombre de documentations à produire, on a un certain nombre de propositions, en tout cas de maîtrise de risque au regard de la réglementation en vigueur, avec une analyse de risque approfondie. C'est systématiquement aujourd'hui un outil qui nous demande de déployer. Et c'est à l'issue, effectivement, de l'analyse de nos forces et faiblesses et également la mise en place, en tout cas, des mesures d'anticipation de ces problèmes que, effectivement, on est autorisé. Donc, il y a quand même un encadrement par rapport, en tout cas, aux nouvelles activités. Si on parle de réglementation, on ne va pas sortir du chapeau un processus qui, même s'il est pertinent, est fonctionné tout seul. D'accord ? Donc, pour nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, eh bien, on a été encadré dans certaines activités par l'ARS et aussi par l'HAS, parce que avec tout ce qui est certification, il n'y a plus les outils d'HAS, sachant que la majorité de nos activités aujourd'hui, c'est plus uniquement PUI, mais par exemple PECM, avec la prise en charge médicamenteuse, donc ça concerne tous les impacts, en tout cas métier, des interfaces. Donc ce n'est pas quelque chose où on est tout seul et on avance comme ça. Donc il faut vraiment avoir ça en tête et ne pas oublier en tout cas d'intégrer les autorités tutelles dans l'amélioration et dans les changements que l'on réalise. J'en profite pour... Oui, pardon. Ça, je pense que les collègues le savent déjà largement, mais voilà, c'est quand même bon à préciser. Je vous propose qu'on revienne justement sur le WooClap avec notre voix, notre cher voix, Philippe Fagnoni. Effectivement. Alors, voilà, vos réponses, elles correspondent. C'est sécurisation, cyberattaque, ça c'est les risques principaux que vous identifiez. Il y a des opportunités aussi. J'ai vu stimulation intellectuelle, voilà, se repenser. Voilà, il y a ces mots qui ressortent effectivement. Et peut-être que ça soulève aussi des questions, des éléments que vous souhaitez compléter, mais on est bien sur la même ligne directrice. Voilà, si vous voulez compléter ce qui vient d'être dit, ce qu'on voit, vous pouvez. Et je vous propose qu'en même temps, on parle de responsabilité. Technologie innovante et responsabilité en PUI. Je vous laisse la parole. Bon, responsabilité, oui. On a vu, en tout cas, une collègue qui disait que quoi qu'il en soit, il y a aucune, elle ne s'appuie pas sur justement une décision unilatérale d'un système automatisé, mais en tout cas, il y aura toujours l'intervention du pharmacien. Par intervention du pharmacien pour la responsabilité, je dirais qu'il y a plusieurs aspects. On n'est pas responsable qu'à la fin du délivrable, on est responsable même depuis le début. Avec l'implémentation du process, on sait exactement ce qu'on veut. On choisit l'outil le plus adapté, et pas un outil boîte noire. Mais c'est pas pour autant, c'est pas parce que vous automatisez ou robotisez que vous cassez les fondamentaux. Il y a toujours obligatoirement une production et ensuite un contrôle, un système de contrôle. Que ça soit un contrôle, dans votre cas, paramétrique pour tout ce qui se tait, etc., ou alors que ça soit un contrôle manuel ou un contrôle par une tierce personne, mais ce n'est pas parce qu'on change de process, de système, que nos process évoluent. Et dans les dernières bonnes pratiques de fabrication en vigueur, c'est clairement mentionné que, si vous voulez, il y a un système qualité qui doit être mis en place. Et dans ce système qualité, on doit en tout cas décrire avec un manuel qualité pour chaque processus tout ce qu'on fait pour pouvoir faire la maîtrise. Et que dans ce système qualité, il est aujourd'hui dans les bonnes pratiques de fabrication, il y a un mot-clé qui est tout simplement l'analyse de risque globale. Et donc, ce n'est pas que juste une étape pharmaceutique qui est pas bonne, qui nous incombe, mais sur l'ensemble des processus. Et c'est pas parce qu'on change de système que les processus, on fait plus de contrôle. Peut-être qu'on fait un contrôle autrement, allégé, plus automatique, mais quoi qu'il en soit, il y a une libération pharmaceutique dans beaucoup de cas qui repose en tout cas sur une décision d'une personne sur la base des paramètres. Donc en termes de responsabilité, on ne confie pas la responsabilité à un système, mais par contre on s'appuie dessus
pour avoir des éléments en tout cas plus pertinents ou qui nous aident en tout cas dans nos décisions. Merci. Je vous laisse continuer. Pour compléter, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Et je compléterai même en disant que moi, je me sens pas du tout moins responsable, au contraire. Je me sens presque encore plus responsable depuis qu'il y a une partie des choses qui sont automatisées. Enfin, on l'est toujours autant, d'un point de vue théorique. Mais au contraire, moi, je trouve que justement, quand on va vers des solutions qui permettent d'automatiser un certain nombre de tâches, la plus-value pharmaceutique, elle va d'autant plus avoir d'importance, que ce soit celle des pharmaciens, des préparateurs, à d'autres étapes. C'est-à-dire que, par exemple, pour reprendre l'exemple des préparateurs tout à l'heure, le temps qui passe plus à retranscrire un certain nombre d'informations manuellement, c'est tout autant de temps qu'ils ont pour aller faire du lien avec le bloc, pour comprendre où est passé tel implant, pour avoir un vrai travail d'analyse qui est permis parce qu'ils ont une bonne connaissance du produit de santé et parce qu'ils ont cette culture-là. C'est pour ça aussi que tout à l'heure, j'évoquais le fait de se saisir des problématiques informatiques. Moi, je me sens tout autant, voire même plus responsable, et c'est pour ça que je veux comprendre comment ça fonctionne, je veux comprendre quel risque ça peut avoir sur ma pratique, et pour avoir finalement à la fin la certitude qu'il n'y a pas de nouveaux risques engendrés pour le patient, qu'on reste correct en termes de maîtrise des risques. Mais je crois vraiment qu'en tant que pharmacien, c'est quelque chose qu'on nous a inculqué entre guillemets depuis tout petit, hein, quand même, la maîtrise des risques. Moi, j'ai pas le sentiment qu'on soit... je trouve qu'on est plutôt sensibilisé à cette question des risques, qu'on l'a beaucoup en tête. Il ne faut pas oublier non plus que, en général, quand on va vers une innovation technologique, c'est justement parce que notre situation actuelle comporte elle aussi un certain nombre de risques. Donc certes, l'innovation s'accompagne de risques, mais en général, elle répond aussi à certains risques. Si je prends la problématique des implants, évidemment, le fait que cette retranscription historiquement était manuelle, c'était un énorme facteur de risque d'un point de vue erreur, hein, tout simplement, erreur humaine. Donc certes, il faut être vigilant aux nouveaux risques qui sont engendrés, mais il ne faut pas oublier qu'on vient aussi neutraliser un certain nombre de risques en général, sinon on ne change pas. Allez-y, oui. Ma casquette de président, vous êtes pharmacien, vous êtes responsable, et en tant que gérant, vous êtes responsable de l'organisation du circuit, pas du circuit du médicament, mais du fonctionnement de votre PUI. Donc c'est de toute façon, quels que soient les outils, je prendrai une analogie, quand vous conduisez une voiture qui n'a pas de direction assistée ou une direction assistée, de toute façon, vous êtes responsable de l'endroit où vous amenez votre véhicule. Et bien, c'est un peu la même chose, que vous ayez des outils qui vous aident et qui améliorent, qui facilitent un certain nombre de choses, ça n'empêche pas que vous êtes toujours responsable de ce qui va sortir et de ce que vous produisez et de l'organisation que vous mettez en place pour arriver à sortir toutes les demandes qui sont liées à toutes les missions de la pharmacie à usage intérieur. Merci. Je vous propose que nous retournions vers notre voix pour un dernier sondage de la salle. Philippe. Eh bien oui, effectivement, voilà, vous avez eu... merci pour tous ces retours d'expérience. Et donc vous, voilà, la question c'est est-ce que vous seriez prêt à vous lancer au final? Et puis on verra dans quoi après, mais déjà, rien que pour ceux qui n'y sont pas encore partis, est-ce que ça vous branche? Il y a une forte tendance. Hein. La tendance, c'est clairement... très clairement, oui. Alors, je vous propose directement de passer à la question suivante et puis on viendra pour la réponse après. Puis peut-être que Romain, il y a des questions salles ou des questions aussi entre nos intervenants. Merci. Effectivement, on peut prendre une dernière question, je pense. Alors... Tout à fait. Merci. Bonjour. Godefroy Scala, ancien interne des hôpitaux, en intermittence en PUI. J'ai beaucoup de questions pour l'IGR, donc je vais les sélectionner. Il y en a une qui me brûle les lèvres. C'est est-ce que vous faites du semi-industriel quand vous produisez? Est-ce que vous faites du à façon par patient? Est-ce que si c'est semi-industriel, derrière, il y a peut-être une idée de pouvoir sous-traiter avec d'autres établissements, d'autres CLCC? Est-ce que aussi, pourquoi ne pas aller jusqu'à changer de statut et devenir entreprise pharmaceutique? Je vous laisse répondre, et juste pour dire, on prendra la dernière question au fond là-bas, madame. Voilà. Merci. Alors, je voudrais pas avoir l'exclusivité de la réponse, mais par contre, c'est une excellente question.
Et en fait, il se trouve qu'on est complètement dans son processus, mais pas l'un contre l'autre. C'est on va dire, on a choisi une granularité, en tout cas dans nos approches. Oui, on va vers une start-up, ça c'est clair, parce qu'on a déposé 3 brevets, pas que l'impression 3D si tu veux, mais vraiment c'est sur l'approche accompagnement, en tout cas, vers une innovation thérapeutique. Et effectivement, bien entendu, quand on est jusqu'en phase 1, pour dire les choses telles qu'elles sont, hein, quand c'est des préparations hospitalières ou magistrales où il y a un impact patient, même quand il s'agit au niveau national, on se fait autoriser en tant que PUT avec les autorités de tutelle, c'est clair, on ne travaille pas tout seul. Ensuite, si on fait un scale-up au niveau du niveau de qualité, eh bien, effectivement, les essais cliniques, jusqu'en phase 1, ça dépend du nombre de patients qu'on inclut, mais en tout cas, on travaille encore avec la production dans le statut des BPP. D'accord ? Ça, c'est important. Par contre, évidemment, quand, là, c'est le cas là, pour 2 de nos brevets, on est en train de terminer les premières phases. La première phase 1, on va sur la phase 3. Et là, effectivement, on est en train de travailler avec un CDMO, d'accord, un sous-traitant, un fabricant industriel, pour transférer le processus. Mais là où ta question est extrêmement, mais vraiment très importante, c'est que dans nos développements, on ne développe pas, mais là je suis universitaire, je connais le truc, il ne s'agit pas de développer quelque chose pour avoir un résultat, une preuve de concept biologique avec 1 mg de production que tu fais en 3 ans. Par contre, dans tous nos processus qui ont une projection phase 3, par exemple, on fait des développements les plus simples possibles, les plus maîtrisables possibles, les plus transférables possibles au niveau industriel. Et ça concerne quels que soient les procédés que nous mettons en place, que ce soit la 3D ou pas. La 3D, pour vous dire les choses, hein, c'est pas pour remplacer les technologies traditionnelles. C'est une corde supplémentaire à notre arc pour répondre à des problèmes très spécifiques. Mais en même temps, puisqu'on a parlé aussi, la dernière question de Philippe, qui pose la question en étant debout, même s'il est caché, eh bien, vous savez, en réalité, il y a une énorme attractivité, d'accord, pour nos jeunes étudiants, pour nos internes, pour nos Master M2, et même, on a déjà 3 PhD en lien avec mon unité de CNRS et Gustave aussi. Donc, il y a une attractivité qui fait que aujourd'hui, on est passé de quelques postes vacants à véritablement du bon remplissage avec des gens qui souhaitent, en tout cas, travailler dans ces domaines-là. Donc, pour récapituler très vite, hein, oui, on travaille avec un degré de granularité et à chaque fois, c'est par rapport à un objectif. Si on a un objectif phase 3, clairement, on travaille, on développe, on commence la phase 1 et à la fin, presque à la fin de la phase 1, on commence à faire du scale-up industriel. Voilà. Merci. Donc il y avait une dernière question, juste madame ici. Pareil, bonjour. Je vous laisserai répondre. Hein. Bonjour, je suis Amélie Liu, pharmacien à la Pitié-Salpêtrière. Je tenais à remercier effectivement les 3 intervenants pour ces démarches innovantes, marquantes et inspirantes. J'aurais simplement voulu savoir, est-ce que dans votre projet et dans vos démarches, vous avez intégré la dimension développement durable, transition écologique, transition numérique, comme on sait que ça consomme énormément de l'énergie. Également, on sait très bien, pour refroidir les data centers, il y a beaucoup d'eau qui sont utilisées. Est-ce qu'on parle à l'hôpital de l'éco-conception des soins, de l'éco-responsabilité, de l'éco-conception des unités? Est-ce que dans les projets innovants comme ça, vous avez intégré ces paramètres? Merci. Alors oui, effectivement. Alors si je parle du projet en Citrac, comme on disait au départ, le fait d'épargner une boîte qui ne serait pas utilisée car non conforme, on peut très bien associer un coût. Il y a un coût et il y a une empreinte carbone. En fait, à chaque cycle de stérilisation, on associe une empreinte carbone. On a récemment finalisé notre calcul d'empreinte carbone, donc on va pouvoir justement associer combien de grammes de CO2 on a épargné en bloquant une boîte non conforme. Donc c'est vrai que cette dimension, elle est complètement prise en compte dans le projet.
d'une façon générale, concernant, on a bien conscience, hein, on a vu tous avec les différents webinaires, conférences, etc., et sujets qui montent de toute façon, que la santé représente un pourcentage non négligeable des émissions à effet de serre, enfin des émissions de gaz à effet de serre, pardon. Les premiers points, effectivement, ils sont sur deux sujets. Un, l'éco-conception, c'est-à-dire des soins, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on utilise, dans quelle situation on utilise plutôt tel ou tel produit, telle forme orale ou injectable, tel dispositif médical, tel processus de stérilisation, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est le transport. Donc si avec un processus comme celui qui nous est présenté, on est en capacité d'être au plus près du patient et avec une efficacité qui va peut-être être améliorée en termes de prise en charge du patient pour ne pas basculer sur d'autres molécules, de ne pas passer. Il faut faire ce calcul qui soit de façon complètement globale pour voir le bénéfice, indépendamment des outils informatiques et des serveurs et on va dire de l'empreinte carbone aussi du matériel qui est fabriqué pour utiliser ces process. C'est un calcul qui est vraiment général. Alors, moi, j'ai un petit peu de mal à vraiment tout appréhender. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi sur ce sujet-là. Mais les deux facteurs les plus importants, c'est qu'est-ce qu'on économise en transport. On voit clairement que si on a transporté une boîte qui n'était pas conforme, qu'elle arrive au niveau du bloc, qu'on la l'ouvre, qu'on la rejette, qu'elle repart finalement à un nettoyage et une restérilisation, on a économisé du transport plus et de l'énergie plus. Si on considère aussi le fait que on a une efficience dans la qualité et le nombre de produits qui sont, par exemple, dans des armoires de dispensation dans les services, on se retrouve avec une justesse, peut-être des commandes en moins, des périmés en moins. Donc tout ça, ça a un impact justement sur ce que vous évoquez. On arrive doucement à la fin, donc si vous voulez dire un dernier mot, c'est juste, Amélie, c'est vrai que c'est une question, moi je ne suis pas du tout compétent, vraiment, je dois être très honnête là-dessus. Néanmoins, en ayant un petit peu participé aux différents groupes de travail, c'est une question très difficile à caractériser, très difficile à évaluer. Si on prend par exemple un système existant où il y a plusieurs étapes, et chacune des étapes pour rejoindre la question de traçabilité, c'est un système indépendant non interopérable. Eh bien, tu vois, entre ça ou un système transversal, je ne sais pas quel est l'impact au niveau carbone, mais en même temps, quand on a des systèmes qui ne sont pas interopérables et qui ont du mal à archiver, par exemple, chacune des étapes, on a une version papier plus une version informatique, parce que la version informatique, elle est un petit peu borderline. Voilà, je ne sais pas, tout ça ensemble me fait penser qu'il faut quand même peut-être faire un état d'existant avant de se projeter, mais je ne suis pas sûr que le fait de passer à un système complètement informatisé soit un problème majeur en matière d'impact. Voilà, il faut caractériser, je pense. Juste pour compléter, je pense qu'effectivement les études sur l'éco-conception des soins, c'est important, c'est très important de les intégrer. Pour autant, les indicateurs ne sont pas toujours les plus simples en fait à définir parce que scientifiquement, il faut trouver des indicateurs qui soient suffisamment robustes. C'est vrai qu'on aurait tendance à penser que quand on passe du tout papier à du tout informatisé, on a gagné. Et puis finalement, après, on se rappelle que stocker de la donnée sur des serveurs, c'est aussi extrêmement énergivore. Et du coup, pour faire la part des choses entre finalement ce qu'on a gagné ou non, c'est pas toujours très simple. Et heureusement, il y a beaucoup de sociétés savantes qui travaillent sur ça. Donc, il y a fort à espérer que aussi, avec l'amélioration des connaissances sur ce sujet et la définition d'indicateurs robustes, on puisse plus facilement intégrer ce paramètre dans nos études avec justesse. Merci beaucoup. Je vous propose un dernier retour WooClap avec notre voix, Philippe Fagnoni.
Oui, mais effectivement, voilà, à l'issue de cette session, ce qui vous fait rêver, c'est déjà les armoires sécurisées, les automates de dispensation. On a vu qu'on avait des technologies aussi plus avancées aujourd'hui. J'ai vu aussi cobotisation. Voilà, je vous laisse quelques instants ces mots-clés à l'image. Et puis, je te rends la parole, Romain. Merci beaucoup, Philippe. Effectivement, il est temps de conclure. Donc, merci à nos invités. Et pour la conclusion, je laisse la parole au docteur Nicolas Coste, président du SNPHPU. Bon, moi, je vais faire juste un petit résumé de ce qui a été dit. La première chose, vous l'avez compris, c'est n'ayez pas peur. C'est des choses qui existent. Renseignez-vous sur les solutions qui existent ou soyez en contact avec les industriels qui proposent des solutions. Réfléchissez, allez voir chez les collègues, allez voir dans des congrès, allez voir même des pays étrangers. Il y a des choses qui sont assez surprenantes, qu'on ne pensait pas possibles. C'est un peu, si vous voulez, comme quand vous utilisez Word ou Excel et que par hasard, il y a quelqu'un qui vous montre « Ah ouais, ça c'est possible de faire » alors que j'ai passé 4 heures au lieu de le faire en un clic. Bon, bref, c'est parce que vous êtes curieux, parce que vous avez envie de faire quelque chose que vous pourrez aller vers ces solutions. Premier point. Deuxième point, très important, groupe projet. On associe, ce n'est pas porté que par une seule personne, et il faut vraiment mettre tous les acteurs autour de la table et qu'il y ait une vraie dynamique projet, alors avec un pilote qui va être idéalement le pharmacien quand c'est des processus pharmacie, mais avec toutes les ressources nécessaires, notamment la DSN, le biomédical c'est nécessaire, les services de soins qui vont être bénéficiaires des solutions, donc éventuellement d'autres acteurs que j'identifie pas là sur certaines solutions qui restent à définir. Donc, gros projet avec deux phases, la phase de montée en charge et malgré tout, au moins sur quelque temps, une phase qui doit durer pendant la mise à production pour vérifier que tout se passe bien à une échelle, on va dire, de fonctionnement normal et plus grande que les services pilotes qui vont vous aider. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, on reste responsable de ce qu'on fait. On est pharmacien et le service que l'on rend, quels que soient les outils qu'on utilise, on est responsable de ce que l'on fait et on doit avoir la garantie que ce qu'on fait est mieux fait, parce que l'idée, c'est d'apporter un plus à ce que vous faites, alors que ce soit pour vos équipes, que ce soit pour les patients, que ce soit pour la comptabilité des actions que vous faites. C'est l'ensemble de ces facteurs, il ne serait-ce qu'un seul, si vous avez gagné, si déjà vous améliorez une chose. Derrière, formation et formation initiale à l'outil ou aux outils nouveaux qui sont mis en place. Mais il faut vraiment intégrer tout de suite des reformations, enfin des recertifications et avec le turnover des personnels, être en garantie que ce soit pas quelqu'un sur un coin de table qui lui a dit tu cliques là, tu fais ci, tu fais là et c'est fini. Il y a des pertes de compétences qui se font, donc avoir une garantie que l'utilisation de l'outil n'est pas en dérive si on ne garantit pas à l'arrivée de nouveaux personnels ou avec des personnels qui sont là depuis longtemps, qui peuvent avoir pris des mauvaises habitudes et avoir contourné des éléments à un certain moment parce qu'ils étaient en difficulté, les remettre dans le bon process pour fonctionner correctement. Et derrière, saisir les opportunités, on l'a dit, sur tout ce qui est conjoncturel. Vous avez un changement de bâtiment, enfin des bâtiments qui se construisent, vous avez un projet de réorganisation des structures, un nouveau pôle qui se crée avec de nouveaux moyens, une nouvelle délégation de crédit, des choses différentes de ce type-là. C'est des opportunités, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois vous pourrez faire quelque chose, mais en tout cas, c'est un appel à projet national, etc. etc. Vous aurez une possibilité de faire quelque chose, et même si votre dossier n'aboutit pas par rapport à l'opportunité que vous avez
identifiés. Vous avez fait le travail, vous pourrez représenter le dossier en l'actualisant un petit peu, et c'est quelque chose, à mon avis, qui a déjà été remonté là dans les expériences. Merci en tout cas. Merci, voilà. On y est, nous y sommes, les bases sont posées, on n'est plus dans l'imaginaire, on teste déjà les outils de demain, on connaît les objectifs, les défis, les points d'amélioration, les avantages, les limites, mais on y est, et un professionnel assisté d'une technologie efficace sera toujours meilleur. L'humain doit être formé, ça a été dit, la technologie à son service doit être bien pensée, on analyse les limites, et on va faire mieux, et tout ça pour faire ensemble une équipe et améliorer les pratiques. Merci à tous nos interviewés ici ou dans le reportage, merci à nos équipes dans les différentes régies, et merci à vous pour votre participation.